All right. Bonsoir, bienvenue tout le monde. Je me présente, je m'appelle Sergio Razman, je suis professeur de biologie ici à l'Université de Neuchâtel. Et ce soir aussi, je suis avec la casquette de président de Critical Scientists Switzerland, qui a organisé conjointement cette soirée ici. Donc, bienvenue à cette conférence / table ronde sur, bien sûr, sur l'initiative contre les pesticides dont on va débattre, plutôt que de débattre, de discuter ce soir. Donc, juste 2 mots de présentation. Je voudrais remercier les organisateurs de cette soirée, bien sûr la Task Force on Systemic Pesticides, qui a lancé tout ce mouvement. Bien sûr, la Société neuchâteloise des sciences naturelles, qui nous a permis d'héberger cette conférence ce soir, et Critical Scientists, qui est derrière l'organisation de tout ça. Juste en 2 mots, vraiment rapide. On est l'initiative pour une Suisse libre des pesticides de synthèse, en gros, veut, vraiment pour résumer ça, on n'est pas ici pour débattre ça, hein, c'est ce objet de loi que tout le monde connaît maintenant, bien sûr, veut l'interdiction totale des pesticides de synthèse au niveau agricole et au niveau aussi de l'entretien du territoire. En plus de ça, elle veut aussi bannir tout ce qui est l'importation de pesticides d'engrais qui contiennent des pesticides en Suisse. Cette cette initiative devrait, si elle passe, se mettre en place sur une période de 10 ans. Voilà, ça c'est un peu les bases sur lesquelles on va discuter et s'élargir ce soir du point de vue traitement scientifique, du point de vue santé, du point de vue environnement. On aura aussi des experts du point de vue économique et des experts du point de vue social en général. Avant de lancer le débat des experts, quelques définitions de base sur lesquelles on ne va pas revenir dessus, comme ça tout le monde est plus ou moins d'accord là-dessus. Donc, un pesticide de synthèse, par définition, si c'est une molécule chimique qui n'existe pas en nature de manière naturelle, qui n'est pas produite par la nature, par la sélection naturelle, par la biologie, etc. C'est quelque chose que l'homme a fabriqué dans les laboratoires. En principe actif, c'est une molécule qui a une activité biologique, que quand un organisme l'ingère ou le prend, a une fonction active sur cet organisme-là. Un exemple, bien sûr, c'est le glyphosate qui peut tuer des plantes ou des insectes dans l'environnement. Un adjuvant, c'est quelque chose qu'on ajoute aux pesticides pour le rendre encore plus efficace activement. Finalement, on a la formulation commerciale. C'est quelque chose que quand le produit est... can you check? Pardon, on a juste un petit peu de bruit de fond derrière qu'on va essayer d'éteindre. Donc, je disais, une formulation commerciale, c'est le produit lui-même qu'on a vu qu'il est actif, que la société de production a vu qu'il est actif et qui est prêt à être mis sur le marché. Et finalement, le métabolite, comme ça tout le monde est aussi clair là-dessus, c'est tout produit, c'est toute molécule ou fragment de molécule qui est dérivé souvent du principe actif ou du pesticide qui est libéré dans l'environnement. Voilà. Donc, comme je disais, ce soir, on a un panel d'experts dans les différents domaines de la santé, de l'écologie, de l'environnement, de l'agriculture, l'économie
et le droit commercial. Je vous laisse présenter par ma co-modératrice de ce soir, Marianne Souner, toutes ces personnes-là. Et je voulais juste finir avec quelques questions très pratiques. Donc, on a des gens dans la salle ici et la plupart des gens qui nous suivent, bien sûr, nous suivent online avec Zoom. Donc, on va essayer de modérer ça de manière assez souple. Et ce que je vous demandais, soit au public ici, soit le public à la maison, d'essayer bref dans les questions que vous posez pour que les gens dans le backstage puissent retransmettre à moi les questions que je vais retransmettre ensuite aux experts. Et aussi, si vous pouvez aussi déjà adresser la question à l'expert dans le panel. Comme ça, on sait déjà à qui adresser la question. De ma part, je n'ai rien d'autre à ajouter. Bienvenue encore et j'espère que ça va être très fructueux, intéressant. Que on va répondre à tous les doutes qui restent encore sur cette initiative. Bonne soirée à tout le monde. Je passe la parole à Marianne Souner. Willkommen also an alle hier im Naturhistorischen Museum in Neuchâtel und an alle, die via Zoom online mit uns sind. Wir werden beginnen mit dem ersten Themenblock zum Thema Gesundheit. Und ich möchte dazu Monsieur Jérôme Tchoudi. Ah, voilà, vous êtes ici. Je vous prie de venir ici avec moi. Vous êtes un des experts pour ce premier bloc thématique. La deuxième personne pour le bloc santé est Laurence Hugues. Et je vais poser la première question à Madame Laurence Hugues, qui est directrice de recherche du groupe COMIX à l'INRA, qui est l'Institut de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement en France à Toulouse. Et elle est chercheuse en toxicologie et cancer environnemental. Donc, bonjour Laurence Hugues. Bonsoir. La question qu'on a préparée pour vous est quels sont les liens entre l'exposition aux pesticides et les diverses maladies? Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, est-ce que nous pouvons faire confiance aux instances régulatrices lorsqu'ils affirment qu'un pesticide est sûr et sans danger jusqu'à une certaine limite? Très bien, mais écoutez, je vous remercie pour les questions. Alors, pour la première question, j'ai quelques diapositives à vous montrer. J'espère que vous les voyez. Est-ce que c'est bon pour vous? Ici, on voit… Oui, très bien, je vois que vous les voyez. Alors, juste, en fait, je tenais à faire un petit point sur comment finalement, nous, êtres humains, sommes-nous exposés aux pesticides. Et justement, comme vous le voyez sur cette flèche, les premières personnes qui sont exposées à des doses les plus fortes sont les expositions dites professionnelles, c'est-à-dire les personnes qui travaillent dans les exploitations agricoles ou les personnes qui sont dans les usines qui fabriquent ces produits chimiques, donc les industries agrochimiques. Donc là, c'est des expositions professionnelles. Ensuite, on peut être exposé aux pesticides par la contamination des milieux, donc l'air, l'eau ou le sol, à proximité ou à distance donc de ces exploitations agricoles. Et là, ça concerne des expositions qu'on dit résidentielles, c'est-à-dire à côté donc des exploitations agricoles. Et là, on parle d'exposition d'adultes, de familles ou aussi de personnes vivant dans les milieux des collectivités. Et là, je vous présenterai tout à l'heure, on commence également à avoir des données par rapport à ce mode d'exposition. Enfin, on peut être également exposé aux pesticides à travers notre consommation alimentaire, puisqu'on va retrouver donc, ces résidus de pesticides au niveau
donc des fruits et des légumes qui peuvent être contaminés, mais aussi au niveau de la chaîne alimentaire, puisque les animaux qui mangent des aliments qui sont contaminés vont pouvoir être donc contaminés par les pesticides et quand nous les consommons, nous sommes donc exposés aux pesticides. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on sait finalement de l'impact par rapport à ces expositions? Donc, pour dire simplement, si on se concentre sur les expositions professionnelles, les données sont très fortes concernant les incidences que ça peut avoir, notamment en termes de cancer. Donc, quand on est professionnel et qu'on manipule les pesticides, ça correspond à une exposition qui est intense, multiple et qui peut durer très longtemps. Et là, on a vu des augmentations d'un certain nombre de cancers, comme la prostate, des leucémies ou des lymphomes. Donc là, il y a toutes les études que j'ai répertoriées ici. Il y a d'autres types de cancers qui ont des incidences un peu plus faibles. Et il faut savoir que les cancers sanguins sont reconnus comme une maladie professionnelle, donc chez les agriculteurs. Et également la maladie de Parkinson, qui est une maladie neurodégénérative. Concernant les expositions résidentielles, c'est-à-dire quand on est à proximité d'une exploitation agricole, il y a des données maintenant qui notent une augmentation des risques de cancer chez les adultes, mais surtout, et là c'est le point le plus important et le plus solide, c'est que les premières victimes sont les enfants, avec une augmentation des risques de cancer pour les leucémies aiguës et des tumeurs du système nerveux central. Et il y a, en termes de preuves, si vous voulez, un très grand nombre d'études qui confirment ces données, et notamment des expertises collectives qui ont été réalisées en France en 2013 et dont nous attendons les conclusions pour 2021, mais les données sont réellement très fortes. Concernant la contamination de la chaîne alimentaire, où là c'est plutôt l'exposition quand on mange des aliments contaminés, nous avons maintenant des données sur des cohortes, c'est-à-dire on observe des populations et à savoir ce qu'elles mangent, et il a été observé que les personnes qui mangeaient une alimentation bio, c'est-à-dire qui contient pas ou très très peu de pesticides, avaient ces gens-là une incidence plus faible de cancer, c'est-à-dire qu'ils sont moins malades de cancer, mais également il y a quelques données sur le diabète. Donc finalement, au niveau de la santé, on commence à avoir des éléments sur les différentes modalités d'exposition. Maintenant, réfléchissons un petit peu par rapport aux pesticides. Il faut savoir que les professions agricoles, en fait, utilisent les pesticides avec des recommandations d'usage et notamment de porter donc, des équipements de protection individuelle. Et il faut savoir que quand on autorise un pesticide, c'est strictement en respectant les bonnes pratiques agricoles, en utilisant donc, ces équipements de protection. Or, des études conduites par des ergonomes ont démontré que les équipements de protection individuelle n'étaient pas efficaces. Et c'est ça qui se traduit en termes de santé avec des augmentations, notamment de maladies professionnelles, qui en plus sont très difficiles à être reconnues par les instances de santé publique. Ensuite, la contamination du milieu affecte la santé donc des adultes, des enfants, comme je vous l'ai dit, mais aussi la biodiversité qu'il y a autour, puisque donc c'est un enjeu de santé globale, planétaire, comme on dit, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que les êtres humains qui sont affectés par cette exposition de la contamination de l'environnement par les pesticides. Enfin, au niveau de la contamination de la chaîne alimentaire, les données sont un peu moins fortes, mais il faut savoir que c'est des preuves scientifiques qui sont plus dures à obtenir. Donc finalement, nous sommes dans une situation au niveau santé où l'on sait qu'il y a plus de maladies professionnelles liées à l'exposition aux pesticides, qu'il y a des données fortes pour l'exposition en termes de voisinage et contamination des milieux, tant pour l'humain que pour la biodiversité. Et enfin, on sait qu'il y a des présomptions pour dire que manger une alimentation bio serait meilleur pour la santé. Ainsi, maintenant, comment on fait nos choix finalement de décision publique et nos choix de production alimentaire et de production agricole en ayant connaissance de tous ces effets que peuvent avoir les pesticides sur notre santé. Donc là, je vous pose la question, étant donné que vous vous situez dans un débat où il y a une votation qui vous demande de faire un choix, et en tout cas, face aux dangers que cela représente pour la santé, je pense qu'il serait raisonnable d'envisager
un engagement vers la transition agroécologique qui nous permettrait de nous protéger. Donc ça, c'est le premier point. Pour répondre à la deuxième question concernant les autorisations de mise sur le marché, vous voyez ici, donc là je parle, donc les autorisations de mise sur le marché sont en fait établies avec des preuves scientifiques qui répondent à des lignes directrices. Et ces lignes directrices, à l'heure actuelle, sont maintenant remises en cause, c'est-à-dire que d'un point de vue scientifique, on estime qu'il y a de nombreuses données qui ne sont pas requises lors de l'évaluation des dossiers, si bien que cela met sur le marché des substances qui vont être cancérigènes, des perturbateurs endocriniens, et finalement, cela fait courir un risque assez important pour les personnes qui vont être exposées du fait que finalement, les cadres réglementaires ne sont pas réellement protecteurs pour la santé. Voilà un petit peu ce que je peux vous apporter aujourd'hui et je serai ravie de répondre plus en détail à d'autres questions par rapport à ces aspects santé. Merci beaucoup, Madame Huck. On ouvre donc à des questions du public qui nous ont été peut-être envoyées via Zoom en ligne. Sergio, je ne sais pas s'il y a eu une question. Non, pas encore. C'est pas encore. OK, très bien. Je suis aussi responsable du temps et c'est pas grave s'il n'y a pas de questions parce que le programme il est très dense, mais peut-être s'il y a encore une question spontanée d'ici du public, on peut la prendre. Et sinon, on va passer vers notre deuxième expert dans ce domaine de la santé, Monsieur Jérôme Tschudi. Vous êtes donc médecin viscéral à Bienne, en Suisse. Chirurgien. Donc, chirurgien. Et vous êtes conseiller médical pour l'initiative contre les pesticides. Très bien. Ah oui, exactement. Vous avez besoin d'un micro pour répondre à la question quelle est en fait la situation en Suisse ou qu'est-ce qu'on sait de la situation des impacts des pesticides sur la santé en Suisse et comment la santé publique en Suisse elle est affectée par ces substances? Alors, on n'en sait pas grand-chose. Nous avons un registre pour le cancer depuis l'année passée qui englobe toute la Suisse. Donc, c'est déjà une bonne base, mais pour avoir un registre pour les maladies qui pourraient être causées par des pesticides, on n'a encore rien. À ce que je sais, il n'y a pas une organisation qui s'en occupe directement. Contrairement à la France, il me semble, où je crois que ces maladies liées aux pesticides, en tout cas liées à l'utilisation des pesticides en agriculture, est plus documentée. Donc, certainement. Certainement. Et nous venons d'avoir une présentation de Madame Huck qui est très fortement engagée là-dedans. Oui. Oui. Donc, ouais. Et nous, qu'est-ce que nous faisons? Nous avons quand même quelque chose qui bouge parce que nos autorités nous répètent inlassablement que notre alimentation est sûre, que l'eau potable est propre. Mais au fait, ça fait plusieurs années qu'elle est au courant des défaillances du système, puisque la communauté européenne a commencé au début du siècle à mettre des spécialistes ensemble pour identifier les perturbateurs endocriniens, par exemple. Et il faut déjà avoir des techniques pour les identifier de manière reproductible. Tout le monde doit faire un peu les mêmes tests si on veut comparer les substances pour savoir lesquelles sont perturbatrices et les autres et lesquelles ne le sont pas. Et donc là, en 2018, ils sont arrivés à un accord pour avoir une batterie de tests qu'ils veulent faire. La Suisse, à ce moment-là, a demandé au SCAT, donc Swiss Center of Applied Human Toxicology, à Bâle, de faire un travail d'évaluer le système d'homologation en vue d'une mise à jour de ce processus. Et donc, ils se sont occupés de ces perturbateurs endocriniens,
mais aussi des autres critiques que nous faisons journellement dans les events en vue de cette votation. Nous parlons aussi, par exemple, des adjuvants dans les formulations. Exemple, glyphosate. Le glyphosate en lui-même n'est pas directement toxique. Par contre, avec les adjuvants, il le devient beaucoup plus, les adjuvants l'aidant à pénétrer dans les plantes. Et peut-être aussi à pénétrer dans d'autres organismes qui sont pas ciblés. Et ces adjuvants sont plus toxiques que le glyphosate lui-même, nous le savons. Donc, il va falloir non seulement examiner les principes actifs du produit, mais aussi les adjuvants. Ça n'est pas fait jusqu'à présent. Il y a aussi l'effet cocktail, qui est un effet qui agit quand nous avons plusieurs principes actifs qui sont mis ensemble dans un produit ou qui se retrouvent dans l'eau potable et dont les interactions ne sont pas connues. Alors, nous avons des interactions qui sont bien connues dans le médical. Nous savons que si nous faisons une ordonnance pour des médicaments à un patient, eh bien, nous le faisons actuellement, c'est presque obligatoire sur l'ordinateur, et nous avons des programmes qui nous rendent attentifs, qui nous disent on ne peut pas mettre ces deux médicaments ensemble parce qu'il y a une interaction qui est potentiellement dangereuse. Donc, on va choisir un autre médicament. Pour les pesticides, ça n'existe pas. Le SCAT part du principe que les effets des pesticides sont additifs, c'est-à-dire qu'on prend un principe actif et on rajoute un autre principe actif et que ça s'additionne. Les effets s'additionnent. Or, il y a des effets qui sont synergétiques, c'est-à-dire que les deux vont se renforcer dans leur effet et ces effets sont beaucoup moins connus. Là, il y a aussi encore beaucoup de travail à faire. Maintenant, il faut s'imaginer que les formulations qui sont sur le marché, je crois que j'ai lu le chiffre entre 1700 ou 1800 formulations qui sont sur le marché avec différentes formules, différents systèmes actifs et différents adjuvants, jusqu'à ce qu'on ait examiné toutes ces formulations. Eh bien, vous et moi, on ne sera plus là. Même avant, même beaucoup plus tard, ce n'est pas possible, c'est trop complexe. Ce qui nous pose le problème. Pourtant, ces substances sont dans le commerce et ils sont utilisés. Exactement, et pas seulement par les professionnels, mais par les privés aussi, qui peuvent les acheter à la Migros, à la Coop ou dans d'autres magasins, à Fenacolandi, et puis qui vont les appliquer en quantité excessive, n'étant pas formés pour les utiliser. Alors, nous avons ce problème qu'il faut réviser, mettre à jour un système d'homologation très complexe qu'il est devenu beaucoup plus avec ce qu'on lui demande maintenant, les perturbateurs endocriniens, les adjuvants. Il y a aussi l'effet des petites doses appliquées chroniquement sur les années qui mènent plus tard peut-être à un cancer, comme nous venons de l'entendre. Et tout ça, franchement, ce n'est pas possible. Ça ne sera pas possible. Donc, c'est une illusion. Même ils vont le faire, ils ont les moyens financiers, ils veulent vendre leurs produits, ils vont faire ces tests. Mais à quoi est-ce que ça nous mène? Et ces homologations, est-ce qu'ils se font par une instance officielle nationale ou c'est en partie les producteurs eux-mêmes qui mènent ces études ou... Alors, c'est la tâche des producteurs de fournir les études sur lesquelles se base l'autorité pour juger si ces produits seront admis au marché ou pas. Donc, ce sont les producteurs qui font ces études. Et là, je m'excuse, mais il y a un biais d'intérêt qui est un peu critique. Et puis, les autorités, jusqu'à présent, c'était l'Office fédéral de l'agriculture qui a été jugé par KPMG, une organisation d'audition, comme étant trop proche des producteurs, un peu trop
fraude de copinage, on leur a enlevé ces tâches pour la donner à l'Office fédéral de la santé, de la sécurité alimentaire et du vétérinaire. Oui. Et c'est eux maintenant qui s'en occupent. Donc, d'autoriser, enfin, d'examiner ces études. Maintenant, les études, elles sont confidentielles, c'est le secret professionnel, enfin, secret économique de la firme, parce qu'elle ne veut pas la concurrence. Donc, ça, c'est confidentiel. Et le jugement de l'Office fédéral aussi. Donc, vous et moi, nous voyons qu'il y a un nouveau produit sur le marché, mais nous ne savons rien de ce produit à part ce qu'il y a sur la notice d'emballage. Et on va partir avec cette base-là. Avec cette base-là, il nous faudra 10 à 20 à 30 ans pour savoir si ce produit est vraiment inoffensif ou s'il est toxique et qui peut mener à un cancer, par exemple. Et ce sont ces études épidémiologiques que Mme Huck nous a présentées qui nous permettront de juger, et d'autres études de cohorte et autres, des techniques spéciales pour faire des études qui nous aideront à voir si ces produits sont vraiment aussi inoffensifs qu'on a pensé. Il faut savoir que nous avons retiré depuis 2005 jusqu'à présent 200 produits qui avaient été jugés comme sans risque excessif pour la santé humaine et pour l'environnement. On les a retirés du marché parce qu'on a pu trouver qu'ils étaient vraiment trop dangereux. Donc, pour l'instant, on n'est pas vraiment couvert. Oui. Merci beaucoup pour toutes ces informations. Oui. Il y a des questions du public. Oui. Il y a une petite question pour Madame Huck. La question c'est, est-ce que la France, avec ses bases de données épidémiologiques, est-ce que les scientifiques ont accès à ça et est-ce qu'il y a un moyen de mettre en lien la prédominance de certains cancers avec les pesticides déjà? Oui, en fait, en tout cas, les données que je vous ai présentées sont des données issues de publications scientifiques, publiées dans des journaux internationaux, d'une part. Et d'autre part, ce sont des données qui ont été rassemblées dans une expertise collective réalisée par l'Institut national de recherche en santé et recherche médicale, qui est l'INSERM, qui est une expertise qui a été conduite en 2013 et dont la mise à jour devrait sortir dans les prochaines semaines. Donc, c'est une expertise qui est réalisée sur la question santé et pesticides. Donc, toutes les données que je vous ai présentées sont publiées et accessibles. Et en tout cas, même au niveau de l'exposition professionnelle, il y a des rapports qui ont été publiés au-delà des publications scientifiques, donc des rapports en français que vous pouvez trouver, qui sont issus de la cohorte Agrican, où tout ça est rendu public. Donc, il y a même, je vais vous montrer, il y a une diapositive qui récapitule tout ce que l'on sait sur les cancers et l'exposition professionnelle, qui est résumé ici. Mais c'est des documents que vous pouvez avoir accès même sur Internet, vous les aurez. Donc, il n'y a rien de nouveau, si vous voulez, dans cette connaissance des cancers. Tout ce que je vous dis est réellement publié. Donc, par rapport à ça, je peux peut-être enchaîner aussi avec une autre question. D'abord, c'est un peu la même question pour les deux présentateurs, donc experts. La première question, la question c'est, apparemment, il y a une forte incidence de malformation de nouveau-nés, surtout en zone rurale. La question c'est dirigée à Madame Huck, mais je pense qu'on peut poser la même question en Suisse. Est-ce que c'est vrai qu'il y a une différence entre les zones rurales et la ville par rapport aux ces incidences de malformation qui sont peut-être liées aux pesticides? Voilà, ça c'était la question.
Alors, ce que l'on sait justement sur ces malformations, et notamment, donc, il y a des zones où il y a des clusters, c'est-à-dire qu'on va avoir des zones où il va y avoir un grand nombre de bébés, d'enfants atteints par ces malformations. Les origines sont assez difficiles à identifier, mais nous avons maintenant des données qui montrent que l'exposition, en tout cas des mères pendant leur grossesse, ou même des pères pendant la période préconceptuelle, peut avoir des incidences sur les malformations des enfants à naître. Donc, au niveau des pesticides, il y a des données qui sont, en tout cas, à ma connaissance, convaincantes sur les impacts sur le cancer, mais pour d'autres pathologies, notamment les malformations, on va avoir aussi les mêmes liens d'exposition et de conséquences sur la santé des nouveau-nés. Et ce côté, finalement, au niveau de ce que vous évoquez de l'habitat en fait en zone rurale, c'est que quand on vit dans des territoires fortement traités aux pesticides, oui, cela touche les enfants. Et il faut savoir que les enfants sont dans une phase, en fait, on va dire, de forte vulnérabilité. Et ces périodes de vulnérabilité vont donc de la période pendant la grossesse, donc la période fétale, et l'enfance jusqu'à l'adolescence. Toutes les effets que l'on peut noter des pesticides qui vont jouer un rôle sur les perturbations endocriniennes perturbent en fait la croissance et la mise en place de certains organes, et ces défaillances-là peuvent conduire soit à des malformations, soit à des cancers. Et finalement, c'est assez, en tout cas, difficile à dire et à admettre, mais si vous voulez, les enfants sont des sentinelles en fait de la santé environnementale. C'est les premières victimes en fait de l'exposition chimique et des effets sur la santé. Donc, c'est des choses qui doivent vraiment être prises en compte quand on pense à un plan d'urbanisme. Je veux dire, quand on met des maisons au milieu d'exploitation agricole, oui, ça met en péril les enfants, ça met en péril les familles. Et aussi, donc ça conduit à réfléchir à la façon dont on veut réellement produire le choix de notre agriculture et le choix de notre production alimentaire. Ça doit être des données qui comptent. Voilà. Merci beaucoup. Petite réponse suite à ça. Je vais vous décevoir, mais je crains fortement que nous n'ayons pas de chiffres en Suisse sur ces malformations. Maintenant, il faut voir qu'il y a une différence de grandeur. La France a beaucoup plus de millions d'habitants que nous, donc des possibilités qui sont plus importantes pour faire la recherche. Ce qui est intéressant, c'est aussi de savoir que ces perturbateurs endocriniens, il n'y a pas que les pesticides, il y a aussi dans l'industrie, il y a le bisphénol A par exemple, qui se trouve dans les boîtes de conserve, il y a les phtalates dans les plastiques, il y a des produits dans les cosmétiques, et aussi pour l'entretien du bois ou l'antifouling pour les bateaux, tout ça sont des perturbateurs endocriniens. Mais un chiffre qui est quand même intéressant de savoir, c'est que ces perturbateurs endocriniens, tous ensemble, et les pesticides, c'est un grand groupe, ça cause des coûts dans la communauté européenne de 125 milliards d'euros par an. C'est un chiffre absolument incroyable. Bon, comme je vous dis, ce n'est pas que les pesticides, mais ils en font partie. Donc, les coûts, ça a été calculé par la Commission européenne. Ils ont fait des études, c'est complexe, mais c'est quand même intéressant. Donc, des coûts pour traiter ces maladies. Pour les suites, parce que si vous avez... Oh, pardon. si vous avez des malformations, c'est clair que ça va se mener à plusieurs opérations pour corriger ça. Une hypospadia, par exemple, chez le garçon, pour on dit la lèvre, je ne sais pas comment on dit en français, Lippenkiefer Gaumenspalte. Donc, la lèvre fondue avec tout ça donne une vingtaine d'opérations pour un bébé jusqu'à ce qu'il soit à l'âge majeur. Ça doit être terminé, ces opérations-là, pour que l'assurance invalidité paye.
Oui, ça, évidemment, ça coûte, on est clair. Si on prend tout ça, plus les gens qui sont endommagés dans leur développement cérébral, qui se retrouvent peut-être en institution par la suite, vous voyez que ça chiffre énormément et très vite. Alors, merci beaucoup. On devrait gentiment aller vers le deuxième thème. Oui, très bien. Merci beaucoup, Madame Huck, Monsieur Tchoudi. On reviendra sûrement avec vous vers la fin. S'il y aura d'autres questions. Merci beaucoup. Je vais devoir vous quitter, mais je vais répondre aux questions qu'il y a en ligne. Merci beaucoup. Je vous en prie, merci. Merci, à tout à l'heure. Donc, pour notre deuxième thématique qui est les effets des pesticides sur l'écologie et les impacts environnementaux en général, Edouard Mitchell, je t'invite à prendre place. Et aussi Bernard Lobscher qui est ici avec nous. Bonsoir. Et le troisième expert est Jean-Marc Bonmatin qui est avec nous en ligne. Et les premières questions, si Jean-Marc Bonmatin est avec nous, auraient été posées à lui. Et autrement, on commencera par un autre expert. Mais oui, il est là. Bonsoir. Je suis là. Ah, super, bonsoir. Monsieur Bonmatin, vous êtes là avec nous depuis la France, c'est juste? Oui. Vous êtes chargé de recherche au Centre national de recherche scientifique à Orléans et responsable du groupe thématique des impacts des pesticides sur la biodiversité. Et on aimerait avoir un peu plus de renseignements assez globalement. Quels sont les problèmes environnementaux des pesticides de synthèse et donc pourquoi faudrait-il les abandonner après, de votre avis? Oui, alors, je vais répondre à cette question et je vais même répondre à la question de départ sur les homologations, sur la qualité de l'évaluation qui est faite lorsqu'un pesticide est mis sur le marché. Donc, je vais vous proposer de partager mon écran parce que j'ai préparé un petit quelque chose et j'espère que ça va marcher. Alors, est-ce que vous voyez mon écran? Ça a l'air. Très, très bien. Bien. Alors, je l'ai intitulé « Pourquoi et comment faire sans les pesticides synthétiques ?» et je vais prendre l'exemple des néonicotinoïdes qui sont des insecticides parce que c'est un exemple parmi les plus argumentés où il y a beaucoup de données scientifiques qui ont été accumulées ces 20 dernières années, c'est-à-dire depuis leur mise sur le marché, et on peut extrapoler aux autres insecticides les plus toxiques, mais également aux autres molécules de synthèse utilisées en agriculture. Et on a cité l'exemple du glyphosate avec ses coformulants. On pourrait citer l'exemple des SDHI, qui sont des fongicides qui posent vraiment question de nos jours. Alors, je vais développer très rapidement cet exemple-là. Et alors, j'espère que ça va marcher. Je ne sais pas trop comment je peux faire. Alors, il faut que je revienne sur mon PowerPoint ici. Voilà. Et peut-être Donc, on a juste un petit commentaire. Oui. Vous pouvez monter un petit peu la voix. Alors, je vais m'approcher du micro parce que j'utilise le micro de l'ordinateur. Est-ce que c'est mieux comme ça? Il me semble que c'est un peu mieux. Bien. Alors, ces néonicotinoïdes ont été homologués en 1991. Ce sont des pesticides qui bénéficient des meilleures innovations scientifiques et j'allais dire que c'est des pesticides extrêmement modernes, donc on est loin des vieux pesticides d'antan qui avaient beaucoup de défauts. Ils sont passés à la moulinette des critères les plus stricts des homologations et notamment, il a été répondu qu'il n'y avait pas d'impact ni sur le sol, ni sur le plant, ni sur les plantes, que ça ne contaminait pas l'air ni les eaux. Et c'est absolument faux parce que 20 ans après, on se rend compte qu'il y a bien eu une contamination de tous les compartiments de la nature.
Et je vais vous le montrer. Alors, voilà. Donc, par exemple, avec l'imidaclopride, qui est l'archétype de ces néonicotinoïdes le plus vendu, le plus connu, les néonicotinoïdes, c'est 1/3 du marché mondial des insecticides. Eh bien, vous avez des valeurs moyennes dans les sols qui sont entre 1, alors l'unité importe peu, finalement. L'unité, ce n'est pas très important, nanogramme de pesticide, milliardième de gramme de ce pesticide dans 1 gramme de sol. Voilà, c'est une unité relative, on s'en fiche. Mais en agriculture bio, par exemple, vous êtes à moins de 0,01, alors qu'en agriculture conventionnelle ou intensive, vous pouvez atteindre 1000 de cette unité-là. Les eaux profondes sont contaminées, les eaux de surface le sont beaucoup plus. Les poussières émises derrière les tracteurs, parce que ce sont souvent de l'enrobage de semences qui est utilisé, les poussières sont empoisonnées, vont se déposer un peu partout aux environs. Ça pose des problèmes aux abeilles, mais ça va poser des problèmes aux riverains. Et puis les cultures traitées, évidemment, on retrouve ces pesticides dedans, alors que les hypothèses de départ, c'était que ça allait disparaître plus ou moins par magie au cours du temps. C'est absolument faux. Et donc, on en trouve dans les cultures, que ce soit des céréales, que ce soit des arbres fruitiers, et donc on les retrouve dans nos fruits et légumes. On les retrouve aussi dans les pollens et les miels. C'est le problème des dépopulations d'abeilles à travers le monde, à des teneurs qui sont très élevées pour ces espèces-là. Et puis, la durée de vie de ces produits est extrêmement longue. Je vais prendre l'imidaclopride toujours comme exemple. Eh bien, pour s'en débarrasser dans un champ, il faut au moins attendre 5 ans, sans autre traitement. Alors, je vais passer à la suivante. Les hypothèses maintenant de non-impact sur la biodiversité. Je vais faire très court. C'est 20 ans de recherche que je vous résume ici. Eh bien, dans les dossiers d'homologation, on ne prévoyait pas d'impact sur la biodiversité. Les régulateurs ont dit « OK, ça marche, ces hypothèses, on les valide ». Et la réalité objective, c'est que pratiquement tous les groupes taxonomiques de la nature sont impactés par les néonicotinoïdes. Je ne vais pas rentrer dans le détail de cette figure qui a été publiée, vous avez la référence, mais les premiers groupes taxonomiques, évidemment les plus impactés, ce sont les insectes. Et on va trouver donc tous les pollinisateurs, dont les abeilles, les bourdons, les abeilles sauvages, tous les coccinelles, tout ce que vous voulez. On va trouver les invertébrés terrestres qui vont être extrêmement impactés. C'est par exemple les fourmis, les vers de terre qui n'arrivent plus à creuser leur tunnel et qui meurent de faim au bout de quelques jours. Et on va trouver surtout, et ça c'est le plus grave, les invertébrés aquatiques qui, je vous le rappelle, sont à la base de la chaîne alimentaire sur cette planète. Donc, plus de zooplancton et donc des effets en cascade derrière. Alors, dans les effets en cascade, qui se nourrit d'insectes? Ce sont les amphibiens, grenouilles, crapauds, salamandres, tout ce que vous voulez. Ce sont aussi les reptiles, mais j'ai parlé de zooplancton, on va trouver aussi des impacts dramatiques chez les populations de poissons. Et puis, qui se nourrit des insectes aussi? Nécessairement les oiseaux. Et vous le savez probablement, les oiseaux sont en déclin important. C'est à peu près 30% d'oiseaux communs qui ont été perdus en France ces deux dernières décennies. Et c'est normal parce qu'on atteint en fait la chaîne alimentaire sur la planète, dont la première couche, ce sont les insectes. C'est un espèce de château de cartes qui est en train de s'effondrer. Renseignez-vous là-dessus, la situation est catastrophique puisqu'on parle de 6e extinction de masse des insectes. Ensuite, on arrive aux mammifères parce que les hypothèses, il n'y avait pas d'effet sur les mammifères. Donc, je continue. Hypothèse de non-impact sur la santé. Laurence Huck en a abondamment parlé. Je vais vous parler des impacts stricto sensus des néonicotinoïdes et vous allez voir que la situation n'est pas très rassurante. D'abord, en haut à gauche, vous voyez, alors je vous le traduis très rapidement, 42% de la nourriture mondiale qui est produite dépasse les limites acceptables de contamination. En fait, c'est 97% de la nourriture mondiale qui est produite qui contient des néonicotinoïdes. Mais presque la moitié n'est pas consommable à cause des quantités de néonicotinoïdes à l'intérieur. Et notamment tout ce qui est exotique, puisque dans les pays exotiques, il y a beaucoup d'insectes et donc on utilise beaucoup de pesticides. L'autre fait, c'est qu'on a la preuve de cette contamination, parce qu'il y a une étude ici qui est faite au Japon, où on analyse l'urine des Japonais,
et on trouve 4 néonicotinoïdes dans l'urine. Donc, ça veut bien dire que ça rentre par l'alimentation et ça sort par les urines. Mais cependant, il en reste dans le corps et ça pose problème. Donc, les maladies, je vais vous les résumer très rapidement. Perturbations endocriniennes, génotoxiques, c'est-à-dire sur les gènes, donc on sent le cancer arriver. Cytotoxique, c'est toxique pour les cellules. L'effet le plus grave des néonicotinoïdes, selon moi, c'est la perturbation du neurodéveloppement. On en a parlé un peu tout à l'heure. C'est la façon dont le cerveau se développe à l'état fœtal qui peut être tellement affecté que ça conduit à des fausses couches. Donc là, il ne s'agit pas de malformation, c'est simplement que la vie ne se crée pas. Et c'est lié aussi, dans les cas les moins graves, si j'ose dire, à des problèmes, des maladies du spectre autistique. Ça va. Alors, les maladies du spectre autistique, il faut en convenir, c'est très large. Ça va de l'hyperactivité chez les enfants, par exemple, et jusqu'à l'autisme sévère, où là, les enfants ne sont pas sociabilisables. Ensuite, au niveau des effets, on a des effets de cancer, je le disais tout à l'heure, foie, thyroïde, testicules. On a découvert récemment des effets, donc, en plus du cerveau, sur les ovaires, de mammifères qui sont de grande taille, et là, on en a des preuves formelles. C'est l'exemple des biches, par exemple, aux États-Unis, qui consomment de l'eau des rivières et des ruisseaux, et qui ont des malformations au niveau des ovaires, ce qui remet en question, bien sûr, la reproduction de ces cervidés. Voilà, donc je vous ai fait un petit panel rapide, je ne peux pas rentrer dans les détails, mais je continue sur les hypothèses toutes démontrées pour avoir été fausses et qui ont permis l'homologation. Et il y a une autre hypothèse qui m'intéresse beaucoup, c'est est-ce que ces pesticides sont utiles? On nous a dit que oui, qu'ils étaient absolument nécessaires pour les productions agricoles. Eh bien, c'est faux. Et en voici la preuve pour les néonicotinoïdes, puisque ce groupe d'experts de l'Agence française de sécurité sanitaire et alimentaire vous dit qu'en bleu, si vous le lisez un peu précisément, 96% des néonicotinoïdes, c'est-à-dire tous les 2970 usages en France, ont été analysés et en fait, il existe des alternatives pour 96% de ces usages de néonicotinoïdes en France. C'est dommage qu'on le découvre 20 ans après. Et ces alternatives, figurez-vous, c'est la ligne qui est surlignée en jaune. Eh bien, dans 78% des cas, il n'y a pas besoin d'insecticide du tout. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de remplacer un insecticide par un autre qui serait moins dangereux, il n'y en a pas besoin du tout. Je regrette fortement que ceux qui ont homologué ces pesticides n'aient pas eu la clairvoyance d'examiner les alternatives. Alors, les alternatives, ça fait un petit moment qu'on travaille dessus, et donc je vais vous les donner pour les insecticides. Voilà, elles sont, alors je suis désolé, c'est en anglais, mais c'est une publication, vous avez la référence, c'est le tableau résumé, vous pouvez aller le voir. Elles sont de plusieurs ordres, ces alternatives. D'abord, on fait en sorte qu'on n'ait pas besoin de pesticides parce qu'on va faire de la prévention. Au lieu de faire du curatif avec des pesticides hautement toxiques, on fait de la prévention. C'est des rotations de culture, c'est des variétés qui sont plus résistantes, c'est des semis tardifs, tout un tas d'outils qu'on peut combiner pour faire de la prévention et ne pas avoir besoin de ces pesticides de synthèse les plus toxiques. On peut utiliser, bien sûr, tout le monde le sait, des micro-organismes ou des macro-organismes, les coccinelles qui mangent les pucerons, on les favorise, ces coccinelles, ou on favorise les maladies des pucerons ou leurs parasites. Et ça marche très bien. Je n'ai pas le temps de détailler toutes ces alternatives. Elles existent, elles sont efficaces, elles sont reconnues pour être efficaces et opérationnelles, c'est-à-dire qu'on peut les utiliser tout de suite. Et donc, je ne comprends pas qu'on continue à utiliser des pesticides, à aller à la course à l'armement contre les insectes en particulier, une course qu'on perdra forcément puisqu'on favorise les résistants. Du coup, on est obligé d'inventer des pesticides encore plus toxiques, mettant en jeu, évidemment, notre santé de plus en plus. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir? Parce que j'ai l'habitude de faire une espèce de conclusion. Notre environnement, c'est notre air, notre eau, notre nourriture. La biodiversité, c'est notre vie. On ne peut pas vivre. Nous sommes au sommet de cette espèce de château de cartes de la biodiversité qui est fragile. Si le château de cartes s'écroule, on s'écroulera avec. Et on parle bien de 6e extinction de masse qui concerne les mammifères, mais également les invertébrés. Les pesticides, rappelez-vous que ce sont quand même des bénéfices privés
et que les risques sont publics. La santé, c'est public. L'environnement, c'est public. La biodiversité, c'est public. Quant aux néonicotinoïdes, je rappelle que ce sont les plus innovants, c'est ce qu'on fait de mieux, et pourtant, c'est les pires des insecticides. Donc, pollution de l'environnement, impact sur la biodiversité démontré, exposition et toxicité forte pour les humains, et qu'ils ne sont pas essentiels pour l'agriculture. On est amené à se poser la question, est-ce qu'on veut continuer sur ce chemin-là ou est-ce qu'on change de direction? En tout cas, les homologations, et on en a la preuve, les plus modernes de ces homologations ont été défaillantes et elles ne nous protègent pas. Voilà, je finirai là-dessus. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Jean Bonmatin. Voilà, on a l'impression qu'on aurait déjà tout compris, mais on va quand même encore continuer un peu. On va d'ailleurs parler un peu des techniques dans l'agriculture ou des alternatives dans le prochain bloc. Vous l'avez déjà un peu évoqué. On continue dans la thématique de l'environnement et des impacts sur la biodiversité avec Edward Mitchell, qui est chercheur dans le laboratoire de sol ou la biodiversité du sol ici à Neuchâtel. Il a, entre autres, participé à une étude où des miels du monde ont été analysés sur le contenu des pesticides. Il m'a dit, Edouard, tout à l'heure qu'il va pas, c'était pas le thème de l'exposé de ce soir, mais c'est une étude qui est tout à fait sur la thématique et qui fait peur aussi. Et son collègue qui le connaît bien aimerait préciser que par intervenant, on a idéalement 5 minutes de temps de parole. Voilà, mais on te laisse la parole. Donc, Edouard, j'ai eu la remarque aussi que c'est surtout les personnes ici en salle qu'on n'entend pas très, très bien en ligne. J'espère que pour moi, ça va. Et Edouard, tu prends ta voix un peu fort. D'accord. J'espère que vous m'entendez bien. Peut-être ces micros sont meilleurs que les autres. Une partie des choses que j'ai dites ont déjà été couvertes, donc je vais pouvoir passer assez rapidement. Je m'excuse auprès des traductrices qui vont peut-être avoir un peu de la peine à suivre le rythme. Mais voilà, les questions auxquelles j'aimerais répondre, c'est d'abord, quel est le degré de contamination environnementale par les pesticides de synthèse en Suisse? J'essaie de présenter des exemples plutôt sur la Suisse et quels sont les effets. Alors, les personnes qui suivent un peu ces débats ont déjà entendu parler pas mal de ce genre de choses, mais en fait, en Suisse, il y a un certain nombre d'études qui ont été faites, en particulier sur les cours d'eau, qui montrent ici, sur des cours d'eau, et c'est ça qui est pertinent, c'est que c'est des cours d'eau du plateau suisse qui sont représentatifs des zones du plateau suisse où habite la majeure partie de la population et des zones qui sont des zones de culture, donc des zones agricoles. Donc, on peut mesurer l'impact des pratiques agricoles ici sur la qualité des eaux. Et on voit que dans 78% des échantillons, la concentration cumulée dépasse des normes légales. On a des limites de l'ordonnance sur la protection des eaux qui sont dépassées pour 31 substances. Et donc, en fait, pourquoi c'est grave? Parce que ces zones-là sont en fait les zones d'alimentation des nappes phréatiques qui sont la source de l'eau potable de la majorité de la population suisse. Nos opposants amènent l'information sur laquelle, dans le Rhin, seul 1% des polluants sont des phytos, c'est-à-dire des pesticides. Et donc, ils utilisent cet argument pour dire qu'en fait, ce n'est pas ça le problème, il y a d'autres problèmes. Mais en fait, c'est un faux argument dans le sens où les petites rivières sont celles qui sont pertinentes, celles qui ont été étudiées justement dans ce que je viens de vous dire auparavant. Et c'est ces petites rivières justement qui alimentent les nappes phréatiques et qui sont aussi qui constituent plus de 90% du réseau hydrographique. Donc, quand on parle de l'impact sur la biodiversité, sur les organismes aquatiques, sur les poissons, c'est bien sûr ces petites rivières-là qui sont pertinentes. Donc, qui dit contamination des eaux, mais également des sols, je reviendrai sur les sols juste après, dit contamination des nappes phréatiques. Et on a sur un pesticide parmi les 300 utilisés en Suisse, ici le chlorothalonil et ses métabolites. On a ici des données récentes qui nous montrent qu'1 million de personnes sont exposées à une eau contaminée par ce pesticide cancérigène. Donc, on a un réel problème. Et la question que ceci me pose, c'est qu'en est-il des 300 autres?
Les a-t-on testés? Est-ce qu'on va avoir très prochainement d'autres scandales? Je parierais assez fort que oui. On a également de la contamination de l'air. Pour ça, je n'ai pas de données en Suisse, mais on peut imaginer que si on voit des problèmes de contamination en France et en Autriche, la Suisse étant entre les deux et ont des pratiques sensiblement similaires, on peut s'attendre à ce qu'on a également la contamination par l'air. La faune est bien sûr contaminée. Une étude récente ici sur les moineaux a montré que tous les moineaux des zones agricoles sont contaminés. Ce qui est réjouissant, c'est qu'il y en a la contamination est moindre dans les parcelles cultivées en IP suisse et en bio que dans les parcelles cultivées en conventionnel. Ça nous montre ici que sur ces pesticides-là, l'IP suisse est très proche du bio, donc ça veut aussi nous dire que l'effort à faire pour arriver à du zéro pesticide de synthèse sera assez facile à réaliser. Les sols sont également contaminés. On a également ici une étude qui date de cette année sur les sols agricoles de Suisse, et tous les sols testés ont été, donc les chercheurs ont trouvé des pesticides de synthèse dans tous les sols qu'ils ont testés, même des sols bio, à peu près 40% des sols testés étaient bio, et même des sols qui étaient cultivés en bio depuis 20 ans, donc sans pesticides de synthèse depuis plus de 20 ans, contenaient encore. Alors ils en contenaient moins, un moins grand nombre, et des quantités cumulées moins élevées, mais quand même, donc ça montre vraiment la longue rémanence de ces pesticides dans l'environnement. On avait même encore du DDT dans certains de ces sols. La même étude ici nous montre qu'en fait, il y a une corrélation forte entre la quantité de pesticides, le nombre de pesticides ici illustré avec les flèches, qui montre en fait que quand c'est rouge, c'est que c'est négatif, et donc plus on a de pesticides, moins on a de biomasse microbienne et moins on a de champignons mycorhiziens, donc qui sont des champignons favorables à la croissance des plantes. Donc en fait, ce que ça nous montre, c'est qu'on a une baisse de fertilité naturelle. Le déclin des insectes, Jean-Marc Bonmatin on a parlé, je passe dessus. Les chiffres sont effrayants, 27% de biomasse de moins en 27 ans et une perte de 2,5% par année sur une autre étude ici globale. Donc ça, ce n'est pas des chiffres pour la Suisse. Pour la Suisse, on n'a pas de chiffres à disposition, mais nul doute que les tendances sont analogues. Donc, quand on a moins d'insectes, ben forcément, comme Jean-Marc Bonmatin l'a dit, on a moins d'oiseaux, puisque les oiseaux strictement insectivores, bien sûr, vont décliner très fortement, mais même les oiseaux granivores ont tendance à manger également des insectes durant leur période de reproduction. Donc ici, de nouveau, des déclins de l'ordre de 60%. Si 60% des insectivores si les populations d'insectivores diminuent de 60%, on peut imaginer que la biomasse des insectes a dû diminuer d'à peu près le même pourcentage. Quand on parle de déclin de biodiversité, on nous rétorque souvent qu'il y a des causes multifactorielles, et c'est tout à fait vrai. Et des analyses justement sur les causes de ce déclin nous montrent qu'en fait, on a bien sûr la destruction des habitats. Quand vous détruisez la forêt tropicale, forcément que vous allez perdre des espèces. Mais comme deuxième source, c'est les pollutions, et principalement les pesticides de synthèse qui sont l'objet de notre initiative, mais également les engrais qui sont l'objet également de l'autre initiative sur l'eau propre. Ensuite, on a des introductions d'espèces, surtout sur les îles, qui causent d'énormes ravages. Et puis, le réchauffement climatique est également un sujet de société actuel. De ces différentes causes, bien sûr que certaines, on peut les corriger plus facilement que d'autres. On aura beaucoup de peine à reconstituer tous les écosystèmes qu'on a détruits. Le réchauffement climatique, ça va prendre beaucoup de temps à être corrigé, mais les pesticides de synthèse, c'est une des causes sur lesquelles on peut agir rapidement. Alors, peut-être encore rapidement, à quoi est-ce que j'en suis avec le temps? Je sais que je parle vite, mais voilà. Pourquoi est-ce qu'elles ont tellement d'impact? C'est qu'en fait, les chiffres, Jean-Marc Bonmatin n'a pas tellement insisté sur les chiffres, mais peut-être qu'ici, je vais donner un tout petit un ordre de grandeur. Jean-Marc a parlé des nanogrammes. Ici, 0,1 nanogramme par gramme, c'est la concentration de néonicotinoïdes que l'on a trouvé dans presque la moitié des miels du monde. Et en fait, pourquoi est-ce que ce chiffre est important? C'est parce que c'est la concentration la plus faible pour laquelle on a observé un effet négatif sublétal sur les abeilles. C'est-à-dire que ça ne va pas les tuer, mais ça va les rendre malades. Par exemple, elles vont perdre leur orientation, elles vont avoir une capacité de reproduction moins grande, etc. Ce chiffre, il est très difficile à percevoir. Et en fait, pour vous aider à comprendre, c'est une pièce de 5 centimes dans 1,7 fois la Tour Eiffel, en termes de masse, ou dans 10 km de train ICN, locomotive comprise. Donc, c'est absolument ridiculement faible. Mais si vous faites un tout petit peu de chimie élémentaire, vous savez à quoi correspond une mole de chimie, et bien vous faites le calcul et vous arrivez à 230 millions de molécules dans le cerveau d'une abeille. Donc là, on comprend tout de suite que
même avec une concentration extrêmement faible, à peine mesurable par les meilleurs appareils de mesure, eh bien, on a déjà des centaines de millions de molécules dans le cerveau d'une abeille. Des molécules hautement toxiques qui, bien sûr, vont avoir un impact sur la santé de ces organismes. Donc là, on commence à comprendre comment c'est possible d'avoir des concentrations homéopathiques et pourtant un effet significatif sur la vie. Les abeilles sont affectées de plein de manières différentes. Je ne vais pas vous faire la lecture de cette diapositive, mais juste pour que vous compreniez, ces pesticides peuvent avoir des effets multiples et souvent, on a découvert ces effets, justement, comme l'a soulevé Jean-Marc Bonmatin, que des années, voire des décennies après la mise sur le marché de ces molécules. Les effets sur la faune aquatique sont clairs. Ici, c'est une étude au Japon. Quand on a un déclin du zooplancton, eh bien forcément qu'on va aussi avoir un déclin de la production de poissons. Donc ça touche aussi bien les pêcheurs à la ligne que les pêcheurs professionnels. Donc on a des impacts multiples sur l'environnement. La majorité des plantes à fleurs sont pollinisées principalement par des insectes. C'est aussi valable pour la majorité des plantes cultivées. Donc la diversité de notre nourriture dépend des pollinisateurs. Si on a un déclin massif des pollinisateurs, eh bien, on pourra dire adieu à toute une partie de la diversité de notre nourriture. La dernière question, c'est est-ce qu'on peut séparer la santé de l'environnement de la santé humaine? Clairement, non. On a vu qu'on a des contaminations généralisées des pesticides de synthèse de tout l'environnement, que ce soit l'air, l'eau, le sol, etc. Et en fin de compte, bien sûr, notre nourriture et notre santé. On a déjà entendu parler un tout petit peu de quelques éléments sur la santé publique. Il y a un nouveau concept qui a été amené par les chercheurs qui s'appelle le concept One Health, qui est simplement dire une seule santé. Tout ce qui finalement touche l'environnement, de près ou de loin, finira par nous toucher. Donc c'est complètement absurde de penser qu'on peut avoir un impact majeur sur l'environnement et ne pas subir en retour un impact nous-mêmes, à court ou à long terme. Voilà. J'ai choisi une question parmi celles du public que je pourrais adresser plutôt aux deux intervenants suisses. La question, c'est comment est-ce que la consommation de pesticides en Suisse a-t-elle évolué ces dernières années et décennies? Et ceci implique le fait qu'en Suisse, il y a peut-être des lois qui ont réduit la propagation des néonicotinoïdes, par exemple. Est-ce que vous avez des données là-dessus? Alors, je peux donner un élément de réponse. Peut-être que les collègues qui viendront après, qui travaillent plus de compétences dans l'agronomie, pourront compléter si jamais, ou me corriger si j'ai dit des bêtises. Les quantités totales de pesticides ont diminué. Seulement les données que l'on a reçues ou que l'on a ne sont pas toujours très précises. On avait longtemps que des données très partielles ou semi-quantitatives qui ne permettaient vraiment pas de faire des analyses. L'Office fédéral de l'agriculture a amélioré sa communication, donc on a plus d'informations. Mais si on prend globalement, les pesticides les plus problématiques diminuent très peu. Et finalement, le grand problème avec toutes ces statistiques sur les quantités de pesticides utilisés en Suisse, c'est qu'on nous parle de quelque chose comme 2000 tonnes annuellement, grosso modo, et ça diminue. Mais on a des toxicités extrêmement contrastées selon les molécules dont on parle. Par exemple, rien qu'au sein des néonicotinoïdes, ça va de 3 à 10 000 fois plus toxique que le DDT. Donc, si vous diminuez de 50% la quantité ou même que de 10% la quantité totale de pesticides, mais que vous passez d'une molécule 3 à une molécule 10 000 fois plus toxique que le DDT, vous comprenez bien que ces chiffres ne veulent strictement rien dire. Une étude récente qui n'est pas spécifique à la Suisse, mais qui est plutôt sur l'utilisation des pesticides au niveau mondial, a montré qu'effectivement, on a ce découplage entre les quantités, entre les volumes totaux de pesticides utilisés et la toxicité globale. Donc, en fait, pour l'instant, l'information que l'on a en Suisse ne nous permet certainement pas de dire qu'on a une baisse de la quantité totale de toxicité qui atteint l'environnement et donc notre propre santé. Merci beaucoup. Je voudrais juste poser encore une question à Dr. Bonmatin, qui est ouverte aux autres aussi. Est-ce qu'il y a moyen d'assainir les nappes phréatiques, les rivières, le sol et l'air dans un délai d'une génération humaine?
Alors, je voudrais rebondir sur la question précédente pour dire qu'en France, malgré des plans d'économie des produits phytosanitaires qu'on appelait des plans éco-phyto 1, 2, 2+, jamais la consommation de pesticides n'a été diminuée. Au contraire, elle ne cesse d'augmenter. Première chose. La deuxième chose, c'est que je remarque que la nourriture qui est consommée, par exemple, en Suisse, n'est probablement pas exclusivement suisse. Les phénomènes de mondialisation des céréales, des légumes, des fruits, de tout ce que vous voulez, des jus de fruits, du café, du thé, en fait, tout ce que nous consommons, fait que, de toute façon, même si la Suisse diminuait sa quantité de pesticides, je ne suis pas persuadé du tout, et même au contraire, que la quantité de contamination dans la nourriture que consomment nos amis helvètes diminue d'autant. Probablement, elle ne cessera d'augmenter comme partout dans le monde. Donc, le problème, il n'est pas isolé sur la production suisse, il est aussi sur ce qu'on importe dans les pays. Alors maintenant, vous posez la question de la durée de ces contaminations. Eh bien, vous avez des molécules plus anciennes, je pense au chlordécone, qui a été utilisé beaucoup dans les Antilles pour la culture de la banane, qui ont des durées de vie extrêmement longues. 150 ans, vous en avez la moitié qui aurait disparu. En fait, ça a été métabolisé en d'autres produits qui sont aussi toxiques. Pour les néonicotinoïdes, je disais entre 5 et 30 ans. C'est une génération entière. Il y a d'autres molécules qui ont des durées de vie extrêmement longues. Attention, la durée de vie d'une molécule, d'abord, on vous donne la demi-vie, le temps au bout duquel il n'en reste que la moitié. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a plus. Il n'en reste que la moitié. La durée de demi-vie d'un produit peut cacher la toxicité des métabolites. Il suffit que le produit se transforme en un autre qui sera tout aussi toxique et on considérera qu'il a disparu. En fait, pour se débarrasser vraiment des pesticides, effectivement, il faut attendre des années, des dizaines d'années, voire des centaines d'années. Et une fois que l'environnement est contaminé, je pense aux eaux de surface, je pense au sol, je pense aux nappes phréatiques, il sera quasiment impossible de s'en débarrasser, sauf à attendre des dizaines et des dizaines d'années, ou alors de payer un coût de dépollution qui sera tellement faramineux qu'il sera impossible. Donc, il est facile de contaminer un cours d'eau, il faut 5 minutes à bas coût, mais par contre, il est impossible de décontaminer une rivière, imaginez. Donc, je pense que là, il faut bien réfléchir avant d'agir, avant d'homologuer les pesticides. Et aujourd'hui, les critères qui sont appliqués pour l'homologation des pesticides sont manifestement insuffisants. Donc la question, c'est est-ce qu'on augmente les critères, ce que les pays refusent, notamment pour les néonicotinoïdes, ou est-ce qu'on simplement on utilise ces pesticides, je ne suis pas opposé aux pesticides, mais qu'au bon moment, dans la bonne quantité, pour les bonnes raisons, et si possible, des pesticides non de synthèse, qui ont quand même une dégradation dans l'environnement qui est meilleure, en privilégiant toujours les alternatives en première instance. Des pesticides, c'est du dernier ressort. C'est un peu comme certains médicaments qu'on utilise à l'hôpital et uniquement à l'hôpital parce qu'ils ne sont pas mis en pharmacie à la disposition du public, tout simplement. Imaginez que si je fais le parallèle avec les médicaments, eh bien, vous pourriez faire de l'automédication avec n'importe quoi, n'importe quelle quantité, sur des conseils de ceux qui vendraient des médicaments. Ce n'est pas comme ça que ça marche pour les médicaments. Vous avez un médecin, vous avez un pharmacien, et certains médicaments ne sont utilisables que sous une extrême surveillance à l'hôpital. Pour les pesticides, ça devrait être pareil. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Il y a une question qui ressort beaucoup et il faut que je la pose. Il semble, le public se pose la question en Suisse, il semble qu'elle s'est bien rendue compte du problème déjà et qu'elle a interdit les néonicotinoïdes. Est-ce qu'on répond à ça? Alors, je peux répondre peut-être. C'est faux. Je peux répondre parce que d'un côté, on interdit et de l'autre, on accorde des dérogations. Donc, on annonce avec grand bruit des interdictions, mais en fait, ces interdictions, elles sont minées par un certain nombre de dérogations. La dérogation sur la betterave est un magnifique exemple.
Merci. Oui, Edouard, Oui, Michel. non, mais c'est tout à fait ça. On a interdit les 3 principaux néonicotinoïdes pour des cultures en plein champ, mais on peut encore les utiliser sous serre, si je ne me trompe pas. Et surtout, on a interdit l'imidaclopride, le composé actif du gaucho, pour la betterave sucrière, mais on a réautorisé un autre néonicotinoïde en traitement foliaire. Donc, quand notre conseiller fédéral et président Guy Parmelin dit à Infrarouge que les néonicotinoïdes sont interdits en Suisse, soit il a oublié, soit il ment. Je suis atterré, mais c'est totalement faux. Super, merci beaucoup. Je pense qu'on passe au groupe suivant. Très bien, merci beaucoup, Edouard Michel, Monsieur Lobcher et Monsieur Bon Matin. Vous resterez là aussi avec nous jusqu'à la fin de la soirée. Et j'aimerais inviter les experts du domaine agricole ou agronomie. Tout le monde, me semble, il est là, ici à Neuchâtel. Madame Valérie Piquant. Monsieur Manfred Wolf und Andreas Bossert. La première experte avec laquelle je parle encore en français, les 2 autres viennent de la Suisse allemande. Vous êtes agricultrice et coprésidente de la coopérative Autrement à Berne. Et on aurait aimé vous poser la question de combien est-ce qu'on estime les réductions de rendement en ne plus utilisant de pesticides de synthèse. Une question qui fait très, très peur à la population suisse en ce moment parce qu'on nous dit qu'on ne pourra plus produire assez d'aliments pour la population ici et qu'on devra tout apporter et que ça ne changera rien à la question des pesticides et leur dangerosité. Alors, bonsoir et merci. Donc, on a beaucoup entendu dans cette campagne sur ces votations, sur ces initiatives, que le passage à une agriculture sans pesticides de synthèse induirait des pertes de rendement de 20, 30, 50, on a un peu tout entendu. Évidemment que ça dépend des cultures, mais pour moi, il y a plusieurs questions qu'il faut se poser en entendant ces chiffres. La première, c'est qu'est-ce que c'est que le rendement ? Donc, est-ce qu'on parle des kilos de matière brute par hectare? Est-ce qu'on parle des kilos de matière sèche? Est-ce qu'on parle des nutriments dans les produits qu'on produit sur un certain nombre d'hectares? Donc là, suivant ce qu'on prend comme référence, l'agriculture bio peut s'en sortir plus ou moins bien ou beaucoup mieux que l'agriculture conventionnelle. On peut aussi parler de l'énergie qu'on investit pour produire des kilos de matière sèche, donc des kilos d'aliments. Et ce qu'on remarque, c'est que l'agriculture conventionnelle n'est pas du tout efficace, en fait. Donc, elle est beaucoup dans l'essai DOC, donc l'essai de comparaison à long terme qui a été fait près de Bâle. L'agriculture bio était 20% plus efficace au niveau de l'énergie investie, donc l'énergie fossile investie pour produire des calories alimentaires. Et si on pense que la surface au niveau mondial, c'est un des facteurs limitants pour la production alimentaire, et l'autre facteur limitant, ça va être l'énergie, ou c'est déjà l'énergie fossile actuellement. Donc, de quoi on parle quand on parle de 20% de rendement en moins pour l'agriculture biologique? Et l'autre problème pour moi dans cette campagne, c'est qu'on compare toujours avec les rendements de l'agriculture biologique, alors que là, on parle uniquement d'éliminer les pesticides de synthèse. Et là, on n'est pas du tout encore dans de l'agriculture biologique. Donc, éliminer les pesticides de synthèse sur une culture, c'est faire une culture sans pesticides de synthèse, mais ce n'est pas de l'agriculture biologique. L'agriculture biologique, tant au niveau des réglementations, ça demande encore il y a encore beaucoup d'autres choses que juste les pesticides de synthèse. Et au niveau de la philosophie aussi, si on veut aller à ce niveau-là, c'est aussi beaucoup plus qu'enlever une béquille chimique à une production. Donc, la plupart des études qui ont été citées pour montrer ces pertes de rendement, en fait, elles comparent l'agriculture conventionnelle avec une agriculture sans pesticides et sans engrais de synthèse. Donc, évidemment que si on enlève sa béquille chimique pour se protéger des maladies et qu'on enlève en plus une béquille qui apporte des éléments nutritifs à la plante, mais qu'on reste dans un système qui, en fait, n'est pas durable,
c'est normal qu'on s'en sorte moins bien. Donc, quels auraient été les résultats de ces études si on avait vraiment comparé l'agriculture conventionnelle avec l'agriculture biologique, avec tous les leviers que M. Bonmatin a montré avant au niveau des alternatives aux pesticides? Ce n'est pas uniquement passer d'une molécule de synthèse à une molécule qui soit naturelle, c'est vraiment tout le reste, c'est construire un écosystème au niveau de l'exploitation, utiliser des bandes fleuries, des haies, des associations de culture, des variétés qui soient adaptées, mélanger les variétés, utiliser une graminée avec une légumineuse pour bénéficier d'associations qui soient bénéfiques, etc. Et ça, c'est ça le problème, c'est que c'est très difficile de faire une comparaison qui soit juste. Parce que comment on va faire pour faire un essai où on compare l'agriculture conventionnelle sur des parcelles, des grandes parcelles, sans haies, finalement, on a des variétés qui sont adaptées à la révolution verte, ça veut dire adaptées à utiliser, à produire avec beaucoup d'engrais, comparé à un système bio. On ne peut pas faire cette comparaison. Ce n'est pas possible au niveau scientifique. Donc, on doit vivre avec ces comparaisons qui ne sont en fait pas correctes. Donc, comment on va faire pour évaluer vraiment le potentiel d'agriculture biologique ou de l'agriculture sans engrais, sans pesticides de synthèse? Et là, c'est peut-être une question pour la recherche pour le futur, parce qu'on va devoir vraiment se poser cette question. Est-ce que, moi, je suis persuadée qu'on peut nourrir la Suisse, en tout cas au moins au même niveau d'auto-approvisionnement que ce qu'on a actuellement sans pesticides de synthèse. On a vu que la plupart du temps, ils ne sont pas vraiment utiles, malgré ce qu'on nous dit. Mais comment on va pouvoir convaincre les autres? Et je pense que là, il faut que la recherche, elle aille voir aussi les fermes qui sont les plus innovantes, qui sont les plus efficaces, qui ont déjà mis en pratique des systèmes qui fonctionnent, parce qu'il y en a en Suisse, dans toutes les cultures, dans toutes les régions de Suisse. Il y a des fermes qui produisent en agriculture biologique, qui le produisent efficacement au niveau aussi économique. Et ce sont ces systèmes-là qu'il faut étudier et puis voir comment on peut construire l'agriculture de demain, parce que finalement, des idées, des techniques, elles existent, elles sont documentées, que ce soit en Suisse, en Europe ou dans le reste du monde, et il faut juste les diffuser. Et pour ça, finalement, en Suisse, on a tous les outils pour. On a une recherche officielle, on a aussi de la recherche appliquée dans différentes écoles et dans différents centres de vulgarisation. On a une vulgarisation et on a de la formation agricole décentralisée. Sauf qu'il faut un petit peu d'ouverture d'esprit, et puis c'est ce qui manque peut-être un petit peu en ce moment. Merci beaucoup. Monsieur Bonmatin et Edouard Michel nous parlaient aussi de la fertilité des sols qui diminue fortement avec l'utilisation des pesticides. Donc, en ne pas les utilisant, on peut peut-être aussi sur des sols non contaminés produire plus. Donc, mais effectivement, dans la recherche, on n'a pas de recherche à disposition en ce moment pour prouver un certain taux ou de pourcentage précis. Manfred Wolf, Sie sind Gemüse-Biobauer und Vorstand von TerraViva, sozusagen ein Bio-Großverteiler TerraViva. Und können uns vielleicht etwas erzählen? Wir sprachen über die Möglichkeiten, wie man gleich viel produzieren kann als Biobauer oder ohne die synthetischen Pestizide zu benutzen. Genau. Je suis Suisse allemand, mais j'essaie de parler en français parce que je pense que je suis le seul Suisse allemand ici. Alors, je parle peut-être un peu moins vite que les autres avant. C'est juste, je suis le président de la TerraViva. C'est une association des paysans biologiques. C'est l'ancien AVG de Galmitz. C'est le plus grand distributeur à fruits et légumes biologiques en Suisse. On est à 85 paysans. On a un chiffre d'affaires autour de 85-90 millions de francs. Et puis cette association, elle est à nous, mais on n'est pas un privé, on est des producteurs. Valérie, elle a très très bien expliqué avant. Nourrir la Suisse en production biologique ou bien en production conventionnelle sans des pesticides en synthèse. Bien sûr, c'est possible, sans problème. Absolument.
c'est pas une question de pouvoir, c'est une question de vouloir. Fini, terminé. Il y a vraiment pas d'autre chose à dire que ça. Il y a des problèmes qu'on doit régler encore, ont besoin du temps, même si ça dure plus que 10 ans. Il y a des discussions qu'on doit faire. Ce n'est pas seulement les producteurs, ceux qui emploient les pesticides, c'est aussi les consommateurs, c'est aussi les vendeurs, les acheteurs, les vendeurs. Mais j'ai dit l'autre jour, avant 3 ans qu'on avait commencé ici avec cette discussion, j'ai toujours dit, je pense qu'on va arriver. Et puis, entre deux, je suis persuadé, ça va. Et puis, c'est une mensonge, on n'arrive pas. Mais il faut changer des habitudes. Mais c'est pour ça qu'on est là. Moi, je ne suis vraiment pas professeur ou bien docteur comme tous les gens qui sont ici, mais je produis avec 50 personnes 3500 tonnes de légumes biologiques et puis pas de hier. Depuis 30 ans, on fait ça. On nourrit entre 70 et 80 000 personnes. Et puis, quand il y a des gens qui disent on va avoir des caisses vides, c'est pas juste. C'est pas juste. On va avoir moins de rendement. Ça, c'est clair. Et puis, on va avoir aussi des productions complètement détruites. Ça donne, c'est la nature, c'est normal. Mais il faut trouver des solutions quand d'abord le producteur il survit ces situations. Il ne faut pas produire 5, 6 produits, il faut produire de 15, 20. Comme ça, on supporte aussi des fois quand il y a quelque chose qui ne marche pas. Il faut commencer de calculer vraiment le prix des choses que ça coûte. Et puis là, je ne parle pas des prix qui viennent plus chers dans la production biologique, pas du tout. Là, c'est comme un ciseau, je crois, un ciseau, on dit. C'est plus qu'on peut produire, plus les prix ils sont plus bas. Mais il ne faut pas toujours dire que la production biologique elle est trop chère. Ce n'est pas vrai. La production conventionnelle, elle est beaucoup billig, wie sagt man dann? Elle n'est pas assez chère. Là, c'est la facture qu'on parle toujours. Là, la production, comme on fait maintenant, même dans le bio, il faut que je dise juste une fois, aussi dans le bio encore, on a des produits, il faut réfléchir dessus et puis il faut les changer, même en production bio. On a on a 3-4 produits qu'on doit aussi faire, comme toi tu as dit avant, il faut faire des recherches, il faut chercher des alternatives. Nous, on pense comme monsieur qui était avant là, c'était vous qui avez dit on ne sait pas. On ne sait pas tout à fait. Nous non plus, on sait. On ne sait pas tout à fait. On s'imagine que les produits que nous, on a, ils sont moins graves. Et puis, à certaines, on le sait aussi, mais à certaines pas. Aussi, là-bas, il faut faire des recherches dessus. Mais il faut commencer avec ça maintenant. Il ne faut pas fermer les yeux et puis dire, on va continuer comme ça. La situation qu'on a en ce moment chez nous dans le Seeland, moi, je suis fribourgeois, mais un des 3-4 qui parle l'allemand, c'est pour ça. C'est la catastrophe. Ça devient criminel chez nous. Comment les paysans, les maraîchers, les paysans, ils se commencent à taper dessus. Mais on est mal guidé, c'est ça le problème. On a parlé tout avant de ça aussi. On n'a pas des institutions qui nous aident. Il y a tout le monde qui dit ouais, on n'arrive pas, il veut nous prendre quelque chose. C'est pas juste. C'est pas juste. On aimerait bien montrer, c'était tout quand on avait commencé à avoir 3 ans, on a dit il faut qu'on va discuter, il faut chercher des discussions entre les gens, entre tous ceux qui travaillent ensemble pour trouver des solutions. Sans ça, ça ne veut pas aller. Mais il faut travailler dessus parce que moi, j'étais là tout derrière, j'ai écouté pendant 1h15 minutes maintenant les gens qui en parlaient là. Ça fait peur. Ça fait quand même peur. Puis moi, je suis dans cette production dedans, jour à jour. Et puis c'est ma nature, c'est moi, c'est ce que je veux. J'aime autant comme ma famille, j'aime ma profession, hein. Mais ça fait peur ce qu'on écoute là. Alors c'est pour ça, pour revenir à vos questions, pas de problème. On va arriver à ça quand on veut. Merci beaucoup. Quelqu'un qui travaille est dans un domaine agricole, mais qui
réfléchit depuis très, très longtemps, il travaille depuis très, très longtemps dans la recherche, dans une agriculture durable et agroécologique en Suisse. C'est un auf Französisch machen? Est-ce que Oder? tu vas aussi t'exprimer en français ou bien? Moi, je viens d'un petit peu plus loin, de Suisse orientale, mais j'imagine que tu as pu suivre. Alors, je vais te donner la parole. Tu es agronome et écologiste et tu produis dans une ferme écologique de Litzibourg. Oui, merci. À l'aide de quelques illustrations, j'aimerais vous montrer que si nous respections les lois en Suisse, nous nous serions débarrassés depuis longtemps des pesticides de synthèse. Ce que vous voyez ici est un résumé de choses qui ont déjà été affirmées, hein. C'est ce qu'on appelle la pyramide des phytosanitaires qui montre que nous disposons d'un nombre incroyable de possibilités pour protéger les plantes. On entend toujours dire, même aussi dans les médias, qu'on va interdire les phytosanitaires, qu'on pourra plus protéger la végétation, les plantes, si on interdit les pesticides. Mais en regardant cette pyramide, vous vous rendez compte du nombre de possibilités qui existent dans la nature pour protéger les cultures. Et il faut en fait commencer depuis le bas de la pyramide, c'est-à-dire sélectionner des variétés, des espèces plus résistantes. Il faut promouvoir aussi les auxiliaires qui vont lutter de manière naturelle contre les nuisibles. Enfin, on a énormément de possibilités, système aussi de pronostics, des semis précoces pour lutter contre les nuisibles dès qu'ils apparaissent. Et seulement après, seulement si plus rien n'a fonctionné, alors on pourrait utiliser la chimie. De temps en temps, peut-être, pour lutter contre certains nuisibles. Mais il faut d'abord essayer avec tous les autres outils à disposition. Voilà, en fait, la pyramide phytosanitaire avec la culture intégrée depuis qu'elle a été développée, selon laquelle des principes ont été adoptés qui et j'aimerais passer à l'illustration suivante. Ah, je peux faire avancer moi-même la présentation, pardon. Dans la directive sur les paiements directs, à l'article 18, on dit que pour protéger les cultures de nuisibles, de maladies et de mauvaises herbes, des mesures de prévention, telles que des mécanismes de régulation naturelle et biologique, ainsi que des procédés mécaniques peuvent être utilisés, doivent être utilisés. Alors, attention, on ne dit pas qu'ils peuvent être utilisés, on doit les utiliser. C'est une obligation dans la pratique. Si on veut obtenir des paiements directs, c'est ce qu'on doit faire. Et plus bas, quand on utilise des phytosanitaires, alors il faut vraiment respecter les seuils de tolérance. Donc, on n'utilise pas de pesticides, c'est interdit pour la prévention. Il y a au début de l'année, par exemple, des plans, des bandages. L'expert demande ensuite à l'agriculteur ce qu'il a utilisé. Or, aucun paysan n'est chimiste et en fait, il va faire ce qu'on lui a conseillé de faire, ce que les experts lui et les consultants, eux, en fait, sont gratuits. Ils sont payés par les fabricants de pesticides et ça, c'est un biais qui devrait être interdit, en fait.
Donc, on peut dire que dans le domaine des pesticides, de leur emploi, en fait, la loi n'est déjà pas vraiment respectée. On ne contrôle pas réellement l'emploi, on ne sait pas exactement quand quel pesticide est utilisé. C'est un peu comme une boîte noire, on n'a aucune idée de ce qui se passe dans la réalité. On ne veut pas critiquer vraiment hein, les agriculteurs. C'est juste qu'il est pertinent de dire qu'on ne sait pas. Et si on respectait les lois, eh bien, déjà, l'utilisation des pesticides serait réduite de 5%. Et ça réduirait de 50% aussi le risque. Donc, on est déjà dans un débat qui est faussé à la base et qui touche à l'absurde. Nous avons analysé très attentivement hein, le plan de réduction des pesticides en Suisse à partir de l'année 2016, et cela dans le détail. Quelques dizaines d'organisations hein, qui ont encouragé cette étude, qui ont participé. Il faut dire qu'en 2016, c'était une initiative révolutionnaire. On a dit, nous exigeons de la Confédération l'élaboration de stratégies pour rendre l'agriculture indépendante des pesticides. Et si je me souviens des débats à l'époque, on a eu des grandes discussions, même avec les organisations environnementales, qui disaient on ne peut pas aller aussi loin, ça va trop loin. Au bout du compte, des organisations ont quand même signé. Donc, tout le CD était très intéressant si on voit où on en est arrivé aujourd'hui. Et l'Alliance agraire, hein, qui regroupe beaucoup d'organisations, même en dehors de l'agriculture, qui ont publié en fait leur propre position qui était similaire au sujet des pesticides hein, pour avoir en fait un tournant, une production exempte de pesticides. Alors, en fait, nous n'osons pas en croire. Hein, aujourd'hui, avec ces initiatives, c'est ce dont nous avions rêvé déjà à l'époque. Et ça veut dire qu'il faut rêver, tout est possible. Mais il y a 5 ans, peut-être que ça n'aurait jamais été possible d'obtenir la signature de cette alliance agraire avec les organisations qu'elle regroupe. Mais moi, je suis sûre que si nous continuons sur cette voie, quoi qu'il arrive, d'ici quelques années, nous gagnerons. Merci pour votre attention. Merci Andreas, c'est un plaidoyer hein, fort dans ce bloc agricole pour les agriculteurs helvétiques dire on va y arriver et nous tirons tous à la même corde, contrairement à ce que l'on entend dans les médias ou dans les débats habituels. Si on a la volonté d'agir, en fait, en vous écoutant, on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses qui seraient possibles et que ce que réclament les initiatives est tout à fait réaliste. Sergio, il y a un peu de temps pour... Oui, il y a juste le temps pour une question pour Monsieur Wolf. La question, c'est un peu délicate. Pour les paysans suisses, maintenant, on sait que l'exposition aux pesticides nuit à la santé. Et pourquoi les paysans ne sont pas se soucier de ce fait-là qu'ils peuvent être exposés aux pesticides? Est-ce que j'ai bien compris en fait pourquoi quelle est leur position face à l'initiative? Non, je pense qu'il n'a pas compris. Ah, voilà. Merci.
Moi, je pense qu'ils ont peur. Je ne veux pas commencer comme Ils ont peur comme, pour leur profession, comme les, pour leur Ich salaire. möchte nicht, Jetzt muss ich Deutsch reden, sonst je ne veux pas geht's nicht. commencer comme, Ça ne va pas aller si je ne parle pas comme en les, allemand. Donc, Ich möchte nicht, jetzt muss ich Deutsch reden, sonst geht's nicht. Ich möchte je ne veux nicht pas me in plaindre das gleiche comme Horn les blasen wie die représentants Vertreter von unseren de Bauernverbänden und certaines anfangen zu jammern. organisations Die Schweizer Landwirtschaft agricoles. Il faut dire ist nicht jemand, der jammert que sonst. le vrai et grand problème, Aber hier muss man c'est einfach sagen, en fait la das ganz différence große entre Problem, ich les möchte es deux noch einmal initiatives sagen, qui ist sont die sur la table, parce que Differenzierung zwischen celle diesen sur beiden l'eau Initiativen, die wir potable haben. est très difficile Die à mettre en œuvre. Trinkwasser-Initiative, die ist Elle extrem cible schwierig les paiements directs et ça ne va und pas. die zielt auf Ces Direktzahlungen paiements und das directs, ist nicht in il y a Ordnung. beaucoup Denn d'agriculteurs Direktzahlungen, qui die sehr les viele Bauern obtiennent erhalten und sie et auch dont ils benötigen, dépendent die en sind fait, für et ça n'a rien à ökologische voir avec Leistungen, l'utilisation die de mit dem pesticides. Il y a beaucoup de Pestizideinsatz familles nichts zu tun paysannes haben. qui Sie haben Angst ne sont diese, pas weil dans viele des Bauernfamilien situations faciles du point de vue sind financier. wirklich Ça, c'est la grosse finanziell nicht différence. Et einfacher puis, Situation. Und ich denke, il y a das tout ist der ce que nous Hauptgrund. avons entendu ce Dazu, soir das ist die et Diskussion, qui die wir fait vor qu'en der plus, Veranstaltung hier geführt haben, ist, l'Union dazu suisse kommt, des dass paysans, die mais Verbände, aussi der l'Office Schweizerische fédéral de Bauernverband, allen l'agriculture, voran, ces aber grandes ebenfalls das entités, Bundesamt für ne font rien Landwirtschaft, pour aider. En fait, ils enveniment sie la machen überhaupt nichts, sie discussion helfen et nicht. ils Sie heizen diese orientent Diskussion an, sie führen l'agriculture die Landwirtschaft in eine falsche dans la Richtung. mauvaise direction. Vous Wenn savez, ich moi, Markus Ritter, j'ai un das ist chef, mein c'est ma oberster, femme, mon also épouse, mein et mon oberster deuxième Chef chef, ist c'est meine Frau Markus Ritter, le grundsätzlich, directeur de aber dann l'Union kommt suisse des sofort paysans. Et Markus si je Ritter als l'écoute, Chef des Schweizerischen Bauernverbandes. j'ai Wenn l'impression ich ihm zuhöre, dann qu'il muss ich mène sagen, l'agriculture, en fait, führt die à la Landwirtschaft catastrophe. Absurdum. Il a peur de Es ist tout, nicht der richtige Weg. Ist in comme si l'agriculture Verteidigungsposition. suisse, Hat alles Angst. ces Es ist dernières einfach, décennies, die Schweizer n'avait Landwirtschaft pas hat sich réussi à faire immer in preuve den de letzten Jahrzehnten son innovation, de herausstellen son können, rôle de dass sie pionnier. innovativ ist Et und cette vorneweg geht. peur, Und jetzt hat sie Angst. Und ich ces denke, das ist das phobies, il große faut qu'on Problem. s'en Und diese Angst débarrasse. müssen wir der Avec ces Landwirtschaft nehmen. initiatives, Gerade mit unserer nous Initiative, en die avons wir haben. Wir discuté haben vom avec Anfang l'Union an suisse des immer, wir paysans, waren partout. On a Klinkenputzen, wir essayé waren beim Schweizer d'entamer la Bauernverband, wir discussion waren et de überall, donner wollten des die explications Diskussion parce que le aufgreifen und plus, erklären. c'est le Nicht, pire das ist qui aurait keine, pu nous das arriver. ist En das fait, Schlimmste, was dire uns c'est passieren une initiative konnte. dirigée Dass man jetzt contre sagt, les diese paysans, parce que Initiative ist c'est gegen tout le die Bauern. contraire, c'est une Das ist initiative überhaupt nicht so, pour es les ist für die paysans. Bauern. Ce Die Bauern sont sollen les jetzt, die paysans qui Landwirtschaft soll utilisent les schuld sein an diesem pesticides. Pestizideinsatz, weil wir C'est die pas eux, en Pestizide fait, einsetzen. qu'on veut Das ist nicht wahr, das interdire. kann nicht sein. Wir C'est haben uns im l'industrie besten Wissen und Gewissen chimique qui darauf verlassen, donne dass met à disposition Zulassungsbehörden, ces die chemische Industrie uns phytosanitaires que nous Produktionsmittel zur visions Verfügung stellt, um die Kulturen zu avec schützen. cette Und jetzt initiative. sieht man, Nous avons des ich will nicht noch einmal centaines wiederholen, wir de haben produits mehrere qui, au Dutzende, fil Hunderte von des deux Produkten, die dernières die letzten décennies 20, ont été 30 Jahre interdits weggenommen parce qu'ils wurden, étaient weil trop sie eben viel problématiques. Ce problematischer n'était pas la sind faute des als gedacht. paysans, Das sind justement. nicht die Bauern Et schuld. puis aujourd'hui, on Wir a une haben exigence de im traçabilité. Vous Lebensmittelgesetz pouvez aller ist dans un verankert, dass wir restaurant, eine manger Rückverfolgbarkeit haben. une Also, salade Sie mêlée et können in demander ein d'où vient Restaurant cette gehen, einen salade. Kopfsalat essen, also den Et au bout du gemischten compte, Salat vous essen remontez und au fragen, von wem producteur. kommt dieser Salat. Et s'il Am y a Schluss, wenn ich quelque den produziert habe, chose kommen Sie zu que mir. cette Wenn salade dort contient qui ne va pas, c'est moi qui irgendetwas suis le drin ist, was responsable. nicht drin gehört, Alors, dann werde ich j'aimerais zur bien Rechenschaft comprendre ce qui se gezogen. passe avec Was toutes passiert ces jetzt mit diesen ganzen autorisations de certains Pflanzenschutzzulassungen? phytosanitaires. On se rend compte des années Wir plus haben noch tard Jahrzehnte que des später haben produits wir auraient das dû im être Boden. interdits. Eh bien, Wer ce n'était trägt pas la hier die faute des Verantwortung? paysans. Das sind nicht die Bauern. Alors, peut-être qu'on Die Bauern n'aurait machen pas das, dû was man ihnen sagt. croire ce Kann que man disaient vielleicht les sagen, das war associations, auch falsch, etc. Mais immer nur auf die en fait, Verbände zu à hören. présent, Aber es il ist faut nie im Leben arrêter für irgendetwas et zu il faut que ça spät. Wir müssen change. jetzt einfach anfangen. D'accord, merci. zu ändern. Oui, Merci. je pense qu'il faut immédiatement passer au dernier volet thématique. Merci beaucoup d'avoir participé. Restez avec nous jusqu'à la fin de cette manifestation, s'il vous plaît. Pour le dernier volet thématique, nous attendons deux experts. Nous allons parler d'économie et de droit commercial avec Claudia Daniel et Aurélien Barakat. Claudia Daniel
est parmi nous, mais en Claudia ligne, Daniel, sie pas ist, dans la glaube ich, salle. Alors qu'Aurélien online, Barakat est avec hier nous. und nicht im Saal. Mais Aurélien Barakat est ici. Vous êtes francophone et cherchez d'enseignement de droit ici à Neuchâtel. Avocat et spécialisé en droit commercial et fiscal. Et cherchez d'enseignement de droit ici à Neuchâtel. Nous aimerions commencer avec vous, Claudia. Vous travaillez depuis plus de 20 ans à l'Institut de recherche pour l'agriculture biologique, le FIBEL, et dans le domaine notamment de la réglementation des cultures biologiques. Les opposants aux initiatives disent toujours qu'il n'y a pas d'alternative aux pesticides de synthèse. Est-ce que vous pouvez nous expliquer sur quoi portent vos recherches et quels sont les résultats de vos recherches au sujet des alternatives qui se présentent aux pesticides de synthèse? Tout à fait, je vais le faire très volontiers. D'abord, je vais partager mon écran pour que vous voyez ma présentation. Je travaille depuis 20 ans au FIBEL et mes recherches visent des alternatives pour lutter contre les nuisibles. Et on a déjà entendu beaucoup de choses ce soir, mais je vais vous donner deux exemples de nos résultats de recherche pour que vous voyez aussi comment on applique cela dans la pratique. Un exemple, ce sont justement les arbres les pommiers. Et vous voyez ces pucerons en fait qui se posent sur les feuilles d'abord et ensuite qui vont dévorer l'écorce de l'arbre. Après, en plus, les fourmis au printemps vont justement grimper dans l'arbre et elles vont se nourrir, les fourmis donc, d'une substance sécrétée par les pucerons. Et si une coccinelle vient, qu'elle mange une fourmi, elle va se protéger. Ce que fait aussi la fourmi, c'est que elle préfère, par exemple, répartir les pucerons. Alors, que peut faire le maraîcher? Eh bien, si on a des pommiers, on peut bien sûr faire de l'épandage, mais aussi choisir un autre système qui a été développé en France et qui consiste à partir de l'intérieur de l'arbre pour lui. En fait, on les rôde un petit peu pour en fait l'exposer davantage au soleil et pour que les pucerons soient en fait détruits par le soleil et tous les autres nuisibles qui dévorent les feuilles peuvent aussi être mieux combattus. Donc, si on combine les techniques en fait pour éroder les arbres et les autres techniques pour combattre les nuisibles avec des auxiliaires, eh bien, on s'en sort bien. Comme l'a dit M. Bossart, les experts, les consultants rendent visite aux paysans et ils veulent leur faire employer des pesticides de synthèse. Or, aucun expert ne va conseiller en fait les maraîchers d'utiliser ces méthodes qui nous permettent de nous passer de pesticides. Or, ça demande beaucoup de conseils. Ici, il ne s'agit pas du tout de remplacer des pesticides par d'autres substances. Là, on n'utilise pas du tout de pesticides, on ne vend pas de produits. Il n'y a donc aucun fabricant qui a un budget de publicité ou disons de conseil. Nous pouvons
divulguer des puh, conseils, ich mais weiß nicht, c'est wie zur Praxis difficile kommt. Man dans kann la Beratung machen, aber pratique meistens hein, ist es relativ d'avoir schwierig, solches Wissen in der Praxis wirklich konsequent une umzusetzen. couverture efficace. Et Ein puis zweites ici, Beispiel, was ich vous mitgebracht habe, voyez les das ist der coccinelles Rapspflanzkäfer. Der qui attaquent fliegt le im Frühjahr colza in die Felder ein und avant wenn er im qu'il zeitigen Frühjahr kommt, dann zerbeißen die Käfer jaune. die Knospen. D'abord, donc, Später dann, wenn die ces Knospen nuisibles aufgeblüht sind, s'attaquent pour weil die Käfer, die wollen sucer gern den la Pollen seiche, mais fressen, plus tard, deswegen quand zerbeißen sie hier le die colza Knospen, a solange die Knospen noch bourgeonné, geschlossen sind. Später dann, wenn die Blüten le offen sind, pollen, en fait, est à müssen sie disposition nicht mehr et zerbeißen, donc sondern ces der Pollen liegt offen coccinelles da und die ne vont Käfer plus können da, abîmer machen da eigentlich keinen Schaden mehr. le Das colza. heißt, man muss die Rapspflanzen in dem Et bien Stadium, sûr, wo au die moment Knospen noch où on geschlossen sind, doit schützen. encore Und das protéger kann man la plante mit avant qu'elle ne Neonicotinoiden bourgeonne, machen zum il est Beispiel, sind heute possible oft genug d'utiliser erwähnt des worden. Oder man kann néonicotinoïdes, bien sûr, mais alternative aussi Substanzen d'autres einsetzen, zum Beispiel possibilités. Gesteinsmehl. Vous voyez, Das ist hier ein là-bas Versuchsfeld von derrière, uns, en da ist hier im blanc, vorderen nous Teil, avons ist testé, unbehandelt par und da hinten exemple, sieht man den weißen avec Belag auf den Pflanzen. Das ist da, wo wir für einen des Versuch mit Gesteinsmehl behandelt haben. Gesteinsmehl ist poudre sind verschiedene minérale Gesteinsarten, die et kein du Formalien sind. Es kaolin. gibt verschiedene C'est en Produkte, fait un die mélange je nach de différentes Vermalungsart auch mit einer poudres normalen Spritze minérales. ausgebracht werden können. Ça, Wenn man en das fait, ausbringt, das Gesteinsmehl, ça fait dann que hat das zur les Folge, dass es so einen coccinelles Belag auf n'ont même den plus tellement Knospen gibt envie und die Käfer einfach de nicht gerne mordre reinbeißen. dans Und la man sieht plante hier, das gleiche et Feld bei der Blüte, da ne hinten l'empêche blüht es deutlich plus de stärker, das heißt, die bourgeonner. Käfer haben Nous deutlich avons weniger Knospen zerstört. dû lancer ces Ich habe recherches an dem pendant très Gesteinsmehl ziemlich longtemps. lange geforscht, Nous sommes Versuche gemacht rendu und compte wir haben das que versucht, zu einer Zulassung avec zu kriegen. cette Und das Problem méthode, dabei c'est ist, dass es als un erstes, es tötet die répulsif, Käfer nicht. mais Das heißt, ça es va hat pas einfach einen détruire les repellenten Effekt. Die Käfer coccinelles. beißen nicht gerne rein in eine Knospe, wo so Et Gesteinsmehlbelag drauf ist. conformément Und à weil es l'Office aber die Käfer fédéral nicht tötet, pour la ist es gemäß Bundesamt für culture, Landwirtschaft, en fait, also ein ils ne savent Pestizid pas sollte comment ja einen classer ça dans Schädling les töten und formulaires wenn parce es que ça aber nur einen détruit pas les Schädling abschreckt, nuisibles, dann passt das in die ganzen Formulare ça nicht und es les ist einfach extrem schwierig, so ein éloigne en Produkt wirklich fait bis et zur on ne Zulassung sait zu pas comment kriegen. classer ça dans les Ein formulaires. anderes Thema, Une question a was été dabei, posée, à savoir, was parce vorhin que auch schon là, angesprochen worden ist oder als on Frage schon peut gekommen ist, wie das revenir mit, en arrière dass in der Schweiz ja avec der Einsatz les von pesticides qui ont déjà Pflanzenschutzmitteln été employés rückgängig en ist. Suisse. Wir haben das Alors, Produkt, also nous avons Gesteinsmehl, fait homologuer haben wir dann zusammen mit einer Firma de das ces Produkt, das poudres sage ich jetzt nicht, welches minérales, Produkt, ein Produkt zur Zulassung mais gebracht. il Und faut das Problem dabei utiliser ist, wenn man quelques 40 Gesteinsmehl einsetzt, 000 muss man tonnes par 25 bis hectare. 40 Tonnen pro Quand Hektar on pense aux einsetzen. Das ist néonicotinoïdes, natürlich où verglichen on mit einem compte des Neonicotinoid, was im Milligrammbereich eingesetzt wird und milligrammes, wirksam ist, eh ist das bien, sehr la viel. Das quantité est heißt, wenn man von einem vraiment Neonicotinoid incomparable. auf Gesteinsmehl umsteigt, On va setzt utiliser man am Ende, wenn man avec ce type de Pflanzenschutzmittel nur in Kilogramm rechnet, phytosanitaire deutlich des mehr quantités beaucoup plus Pflanzenschutzmittel importantes. ein. Et ça, c'est une autre Und das ist difficulté genau parce que so die Sachen, du point de vue des wo es dann statistiques, schwierig wird, wo man aber doch etwas, wie soll ich sagen, Statistiken ça peut halt, être embarrassant ou mal wie soll ich sagen, missfälschen kann, aber doch utilisé. etwas Hein. tendenziös Ce darstellen sont en kann, fait weil des gerade die produits Mittel, beaucoup die plus durables. im Vous Bioanbau savez, eingesetzt ces werden und die poudres nachhaltig sind minérales, eigentlich, weil Gesteinsmehl hat für die Umwelt en fait, ist praktisch Stein, es ist Staub, n'ont es ist aucune teneur toxique. On peut toxikologisch utiliser de relativ grandes unbedenklich für die quantités. Umwelt. Alors, Gerade d'un autre solche Mittel werden côté, in relativ est-ce großen Mengen plus eingesetzt. Und von daher ist durable es schwierig zu d'utiliser differenzieren, autant was de ist jetzt wirklich tonnes nachhaltig. Und de produits? Grafiken, die zeigen ja so viele Tonnen Biopflanzenschutzmittel eingesetzt im Vergleich zu konventionellen. Das Ça ist peut meist porter, disons, à relativ des tendenziös und wird eher missbraucht. exploitations Was ich auch pernicieuses gesehen habe in de meiner Forschung, ich habe jetzt cet die letzten aspect 7 de la Jahre chose. an einem Mais il faut Produkt dire que gearbeitet, si weil man weiß, les dass die Käfer, wenn sie in die Felder fliegen, nuisibles sich ne am Duft sentent plus orientieren. le Und wenn das Feld nicht colza, nach Raps eh riecht, sondern nach bien, was par anderem, dass die exemple, Käfer dann nicht so gerne s'ils dahin sentent, fliegen. je sais pas, Wir un haben einen arôme de Duftstoff citron, entwickelt auf Basis von le Zitronengras. Da colza würde man dann so change Dispenser ins d'odeur Feld hängen et en fait, und die ça würden, n'attire plus das les Rapsfeld nuisibles. On würde s'est dann nach rendu compte donc Zitronengras ça riechen. marche aussi très bien. Ça Wir marche konnten même zeigen, dass das mieux sehr gut que les wirkt, bandages dass es de sogar besser wirkt phytosanitaires als conventionnels. Et ça fait 2 ans standardmäßige que nous konventionelle cherchons Spritzung. Das haben wir in une Feldversuchen verglichen. entreprise Und wir qui sind jetzt seit 2 Jahren auf va der Suche nach produire einer Firma, le die das mit prototype que uns nous avons développé. von unserem Mais nous nous Prototyp heurtons toujours au même ausgehend ein problème, à Produkt savoir produzieren que will.
Und es kommt immer wieder das cela Problem, coûterait 3 fois dass plus ein que les Duftstoff basierend épandages auf Zitronengras traditionnels. wäre ungefähr Et dreimal so teuer wie der aucune standardmäßig konventionelle fabrique de Spritzplan. Und es ist einfach keine phytosanitaire n'est prête Pflanzenschutzfirma à bereit, investir pour eine obtenir Produktionsanlage für solche l'homologation et Duftstoffe commercialiser hinzustellen und ce eine produit. Zulassung zu beantragen und das Ganze überhaupt auf den Markt zu Alors bringen. bon, on Und das doit heißt, ranger ce eigentlich prototype dans nos tiroirs, ist es jetzt so, wir malheureusement, versenken das parce que ganze du point Produkt de in vue der Schublade, économique, on weil n'arrive es pas à le mettre sur le schlussendlich marché. schlicht und einfach Ce que nicht je veux dire möglich par ist, là, das c'est que wirtschaftlich auf dans den la Markt zu bringen. recherche, nous Was découvrons ich damit sagen beaucoup de will, solutions qui, es wären in der cependant, dans la Forschung sehr, sehr pratique, viele malheureusement, Lösungen da, n'arrivent die pas aus à diversen être Gründen in der appliquées. Praxis einfach Et j'ai nicht terminé ankommen oder viel zu wenig avec mon eingesetzt exposé. werden. Merci. Damit bin ich Merci fertig. beaucoup. Danke. Besten Dank. Monsieur Barakat, on aurait aimé vous poser la question sur la légalité de l'interdiction d'importation d'aliments qui auraient été produits à l'aide de pesticides de synthèse. Est-ce que cette clause dans l'initiative serait compatible avec la loi internationale du commerce? Alors, merci beaucoup pour l'invitation. Pour vous répondre très rapidement, et pas pour faire durer le suspense, mais parce que le droit, c'est une science, c'est pas une science dure, hein, comme ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, des faits scientifiques, des chiffres économiques quantifiés. Ça dépend. Ça dépend, et puis, de nouveau, c'est pas pour garder le suspense, je vous donnerai une réponse un peu plus élaborée à la fin. Et juste peut-être rappeler que là, on va parler, alors j'ai pas de graphique et d'insectes à montrer, alors ce sera plus une conversation, juste pour rappeler qu'on va parler de droit international. Pourquoi? On a déjà eu un exposé assez complet du droit national et des quelques mesures qui s'appliquent et des problématiques en droit national qu'on a. Mais la question qui se pose ici, et qui est proposée par l'initiative, c'est de restreindre l'importation de toutes les denrées alimentaires hors Suisse, fabriquées hors Suisse, qui contiennent des pesticides de synthèse, pour un peu remettre à égalité le niveau de la concurrence entre les paysans suisses, qui ont du coup une nouvelle obligation, et puis les paysans étrangers qui nous vendent des biens qu'on importe. Il y a le droit principal dont je vais parler aujourd'hui, c'est le droit de l'OMC, dont vous avez probablement tous entendu parler, donc c'est l'Organisation mondiale du commerce, qui a mis un set de règles en place pour favoriser le libre-échange. Et puis, si j'ai un tout petit peu de temps à la fin, mais je crois que le temps manque peut-être, juste aborder la question, parce qu'on en a beaucoup parlé ce soir, de l'homologation, puisque nos voisins européens se sont posé cette question, et la Cour suprême européenne a rendu un jugement assez intéressant là-dessus, mais on verra si on a un peu de temps. Pour revenir au droit de l'OMC, alors on a parfois tous un peu une vision cynique du libre-échangisme à tout prix, mais on serait surpris d'apprendre que le droit de l'échange international prévoit dans les traités fondateurs, depuis le GATT, donc depuis l'origine, l'entité qui existait avant, prévoit précisément des clauses de restriction lorsqu'on parle de produits phytosanitaires. Donc lorsqu'on nous affirme assez haut et fort qu'on n'a pas le droit de restreindre les importations parce que ça créerait des problématiques de commerce international, le principe du libre-échange, c'est qu'on ne mette pas de barrières à l'entrée, et puis du coup nous on peut exporter nos montres et nos chocolats, je caricaturise un petit peu, mais sans problème non plus. Ça a des limites. Étonnamment, les fondateurs des traités ont considéré que la santé humaine et puis la biodiversité et la nature passaient au-dessus du libre-échange. Donc, on retrouve dans les traités aujourd'hui une exception et des possibilités de restreindre, enfin de poser des critères de sélection à l'importation sur des critères phytosanitaires, et la question c'est lesquels. Le droit international, il y a un comité scientifique dont le nom m'échappe, qui en fait est responsable de coordonner et planifier, puisque chaque pays en fait est souverain et peut décider des restrictions sur ses importations, basées sur ces critères phytosanitaires. On a cet organisme scientifique qui harmonise un peu ces obligations et qui fixe des best practices qui vont un peu nous expliquer ce qu'on est supposé accepter et ce qu'on n'est pas supposé accepter. Évidemment que la quasi-totalité des produits qu'on utilise aujourd'hui tombent dans la catégorie de ce qui est accepté. Et puis, les traités vous permettent, à quelques conditions, d'être plus restrictifs que ce que le comité international vous propose d'accepter. Et pour ça, vous devez remplir 3 critères. C'est pour ça que je répondais « ça dépend » à la question initiale. Les 3 critères sont les suivants. Le premier, et il est assez évident, vous ne devez pas fausser la concurrence. C'est-à-dire que vous ne devez pas utiliser un motif phytosanitaire pour favoriser des produits nationaux ou pour violer les règles de concurrence étrangères. Je vous donne un exemple très simple. Imaginons que dans un continent africain,
les bananes soient traitées avec un type de pesticide, et puis qu'en Afrique du Sud, on utilise un autre type de pesticide, de néonicotinoïdes différents ou autres. Vous ne pouvez pas prendre une mesure, parce que vous êtes amis avec les pays africains, qui vise spécifiquement le pesticide qui est appliqué en Amérique du Sud pour justifier le fait que vous arrêterez d'importer des bananes là-bas au profit des bananes africaines, par exemple. Ça, c'est un type de mesure discriminatoire que vous n'avez juste pas le droit de mettre en place. C'est ce qu'on veut éviter à tout prix, évidemment. C'est quelque part de fausser les règles de libre-échange et de concurrence. Ça, c'est le premier critère. Et dans l'initiative, le texte proposé par l'initiative, on n'est évidemment pas face à ce genre de problème. C'est même le contraire. On va très loin. On interdit quelque part tout en bloc, sans discrimination aucune, sans différenciation aucune. C'est le principe de santé publique qui est mis en avant. Et puis, on interdit tout. Donc, ce critère-là, a priori, il n'y a pas de problème. Il n'y aura pas de violation. Le deuxième critère, c'est un critère qui est très très important en droit international. C'est le critère de proportionnalité. Vous ne pouvez que prendre des restrictions de la manière à atteindre le moins possible le commerce international, de le limiter le moins possible. Et si vous avez des alternatives, vous devez utiliser ces alternatives. Et du coup, ce critère-là, quelque part, il veut dire quelque chose, mais pas vraiment non plus. Il renvoie au troisième critère, c'est qu'est-ce que dit la science? Le critère le plus important ici, c'est que nous dit la science. Si la science vous permet de justifier que votre mesure permet de protéger la santé, l'environnement, la nature et toutes les choses qui sont défendues dans les réserves initiales du traité qui vous permet de défendre ces biens supérieurs, si la science vous dit que les mesures que vous prenez sont justifiées, parce qu'il y a des études à l'appui, parce que vous avez des éléments concrets qui montrent qu'il y a une menace grave sur ces éléments que vous visez à protéger, alors vous êtes autorisé à prendre des mesures. Et puis ce qu'on nous dit, ce que j'entends ce soir ici, et c'est la question que j'avais posée à Edward Mitchell lorsqu'on avait échangé là-dessus, sur cette recherche, c'était, mais est-ce qu'on peut prendre des mesures moins restrictives que tous les interdire? Et en fait, vu la dangerosité des produits qu'on connaît aujourd'hui, et qu'on peut imaginer pour les autres, puisqu'on a toujours un temps de retard, hein, d'après ce que j'ai compris, on est toujours quelques dizaines d'années un peu en arrière pour constater les dégâts absolument dévastateurs de ces pesticides sur l'environnement, notamment, ou sur la santé humaine ou autre. Et donc, est-ce que le principe de la science est rempli? Bon, le nombre d'études a décuplé ces dernières années, c'est-à-dire que par rapport aux mises sur le marché initiales, on a aujourd'hui de plus en plus d'études qui nous montrent que c'est grand temps d'agir, et fort. Donc, a priori, si les études continuent à démontrer ce qu'elles démontrent, on a la justification scientifique. Et est-ce qu'on peut prendre une mesure moins restrictive qu'une interdiction totale? Là, je nuance un peu. Et puis, si j'étais amené au Parlement à écrire la loi d'adaptation une fois qu'on acceptait cette initiative, je dirais que tous les produits qui ont été testés et qui ont montré les risques seraient interdits comme ça, il n'y a aucun problème. On a vu, hein, on remplit les 3 conditions. Et pour tous les produits futurs à venir, le droit international nous autorise à appliquer un principe de prudence. Il nous dit que si on voit des risques concrets basés sur la science, que ces produits sont problématiques, alors on les interdit provisoirement pendant 10, 20, 30 ans, sur un temps long, jusqu'à ce qu'on puisse être sûr qu'ils ne posent pas de problème. Et donc, si on remplit ces 3 critères et on procède ainsi, à mon avis, oui, on peut faire exactement comme propose l'initiative, c'est-à-dire restreindre à l'importation les produits. Et là, il y a un truc, à mon avis, qui a mal été compris dans le débat jusqu'à maintenant, et c'est très regrettable, et là, ça se vise surtout les paysans. Il y a quelques années, on a voté sur une initiative qui était un peu, en fait, c'est comme ça que j'ai ressenti, un cri, un appel à l'aide des paysans qui disaient que, face à la concurrence étrangère, c'était gentiment plus possible, c'était plus tenable. Et maintenant, on découvre que cette initiative-là, et j'ai l'impression, en tout cas c'est l'expérience que j'en ai, que beaucoup de paysans sont pas au courant que cette initiative très spécifiquement permet des restrictions à l'importation légales. Alors que l'autre qu'on a adopté nous propose d'adopter des restrictions à l'importation quantitatives et pas qualitatives qui, elles, sont illégales. Et donc on aura des mesures de rétorsion des pays avec qui on fait du commerce. Et donc, c'est un peu, pour moi, c'est vraiment dommage, parce qu'ici on avait l'opportunité légale de mettre en place des mesures de protection intelligentes qui auraient pu favoriser le marché suisse de l'agriculture. Et donc on a, quelque part, les paysans, et je crois du coup vraiment, ont tout à gagner à limiter l'importation de produits qui répondent à des critères très stricts, qui va drastiquement limiter l'importation, et du coup valoriser les produits suisses. Donc oui, pour répondre, je pense qu'on peut, aujourd'hui, pour le problème, peut-être avec des mesures provisoires, plutôt quelque chose de trop définitif, interdire l'importation des pesticides en Suisse. Ça s'intéresse. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cet exposé. Très compréhensible